on va parler de l'actualité, Il y a des gens qui là, vont- des terribles événements qui sont en train de se dérouler. Et on va faire quelque chose que personne ne fait. C'est qu'on va d'abord, avant de parler de l'actualité, on va refaire un point sur Merci la Elsa. situation que vit Oh, Gaza bon, ben, depuis au quand il y aura moins des informations, pas de problème, hein. depuis au moins 2007. Parce qu'il y a une citation, Thomas Vescovi a dit une phrase que je trouve très intéressante, c'est: tout le monde est en train de juger un film en regardant les 10 dernières minutes sur l'actualité. Donc ce que je propose avant qu'on discute vraiment des événements qu'il y a actuellement, de refaire un point sur ce que vit Gaza au moins depuis 2007, c'est-à-dire depuis le blocus. Est-ce que quelqu'un peut faire ce point? Je ne sais pas. Et après, Alors, oui, ouais, très rapidement. Gaza, Omar, oh, Omar, tu seras plus à l'aise comme ça. Comment Gaza depuis. Non, 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 non. C'est au niveau de. Gaza depuis 2007. Alors, voilà. Donc, 2003. 2003 alors, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que. Alors, le film, justement, alors, sans retourner à la déclaration Balfour, hein. Donc, en 2000, comment, ouais, ouais. en 2000, il y a une. Quoique, oui. En 2000, on a la deuxième intifada. D'accord. En gros, cette deuxième intifada s'accompagne donc de combats assez importants, que ce soit aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, parce qu'à l'époque, Gaza était occupé par l'armée israélienne avec des colons, etc., hein. Et puis, la résistance, alors évidemment, à Gaza, elle était peut-être un peu plus organisée, hein, un peu plus. Et donc, on est dans un processus de paix officiellement. Israël fait semblant encore de croire à ce processus de paix auquel, de toute façon, on n'a jamais cru, hein. Mais bon, et toujours est-il que dans ce cadre de processus de paix, et mais parce qu'il y a une résistance extrêmement intense à Gaza, Israël va décider de se retirer de Gaza, hein. Israël a des pertes, la résistance est très forte à Gaza, et du coup, en 2003, alors que Yasser Arafat est encore là, mais de plus en plus encerclé dans la Moukhara, dans la Moukhara, le palais présidentiel, Sharon va décider donc effectivement de se retirer de Gaza. Il va faire évacuer les colons également de Gaza. Mais je le dis, c'est une première victoire palestinienne malgré tout, même si c'est dans un processus de paix qu'on récuse et qui est évidemment sur lequel on n'a jamais eu d'illusions et contre lequel on a milité même. Mais toujours est-il que 2003, Israël se retire de Gaza. Là-dessus, bon, il y a un certain nombre d'événements de disputes de pouvoir, c'est vrai, entre le Fatah et puis Hamas, mais toujours est-il que des élections sont organisées, et au terme de ces élections, En 2006. Hamas obtient la majorité. Alors, Hamas obtient la majorité à Gaza, même si Gaza fait encore partie de. Enfin, s'il n'y a pas de coupure entre les deux, Cisjordanie et Gaza. Et comme Hamas est élu, hein, obtient la majorité, Israël et les puissances impérialistes vont essayer de développer des combats interpalestiniens qui, malheureusement, vont endeuiller la Palestine. Mais toujours est-il que Hamas a bien été élu, la liste politique Hamas a bien été élue comme à Gaza. Mais pour punir la population de Gaza d'avoir élu Hamas, D'avoir mal voté. d'avoir mal voté, Mhm. hein, comme ils ne peuvent pas, dans un premier temps, changer le peuple palestinien, d'accord. Alors, mais s'ils le pouvaient, ils le feraient, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de punir le peuple palestinien, enfin la population de Gaza, en instaurant, dès 2007, un blocus très strict autour de Gaza. Alors un blocus maritime, un blocus aérien, pas de liaison aérienne possible avec Gaza, pas de liaison maritime possible, ni aérienne, ni maritime, ni terrestre. Gaza, il y a deux portes, hein. Il y a Eretz qui est une porte d'entrée, de sortie vers Israël, et puis il y a Rafah qui est une porte d'entrée d'Égypte vers Gaza. Et ces deux entrées de Gaza sont strictement contrôlées par l'armée israélienne ou l'armée égyptienne qui joue le jeu d'Israël. Et donc, du coup, Gaza devient une vaste prison, et on laisse à peine passer. Alors, ça a été calculé, hein. Vous savez qu'on a calculé la ration alimentaire de chaque Gazaoui, c'est absolument hallucinant. Exactement comme ce qui était fait pendant la guerre pour les ghettos, hein, ce que les nazis, Là. ce que les nazis faisaient Ouais. pour les ghettos. Et donc, on a calculé la ration, et à partir de là, c'est le strict minimum qui rentre dans Gaza. Gaza est assiégé, Gaza est une prison à ciel ouvert depuis 2007. C'est un blocus qui est totalement illégal,
qui est uniquement du fait de l'État d'Israël, qui non seulement est illégal, mais qui constitue un crime de guerre. Le blocus qu'Israël actuellement établit sur Gaza est un crime de guerre selon les termes du droit international même, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire le blocus d'une population comme ça et de restreindre les déplacements d'une part, mais surtout au niveau des soins médicaux, au niveau de l'alimentation, au niveau de tout cela, etc. etc. L'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable. Alors, à l'électricité qui est contrôlée par. qui est contrôlée, les marins, les pêcheurs qui ne peuvent pas pêcher au-delà de 10 km. C'est-à-dire que 10 km, c'est rien du tout pour des pêcheurs, hein. Les pêcheurs vont pêcher à 50 km. Hein. Voilà, 10 km, c'est rien du tout. Donc les pêcheurs palestiniens, on leur tire dessus, les vedettes israéliennes leur tirent dessus d'un instant. Il y a eu plusieurs cas de meurtres comme ça, de pêcheurs qui ont été tués parce qu'ils dépassaient les 10 km. Hein. Et bon, et la vie qui est complètement pourrie, les forages transversaux que les colons israéliens du Negev, hein, effectuent sous la nappe phréatique de Gaza, hein, ces forages transversaux font entrer l'eau de mer dans la nappe phréatique, hein, sous Gaza, ce qui fait que l'eau est saumâtre, ce qui va entraîner des problèmes de maladies. Même, vous savez que le sel, c'est pas très bon pour la santé. Voilà, et quand vous êtes à Gaza, je vous le dis, et quand vous faites un café, eh bien, on se rend compte que on se dit que la maîtresse de maison a confondu le sel et le sucre. Pas du tout, elle n'a rien confondu, parce que les gens ont l'habitude. L'eau est salée à Gaza, d'accord, et même pour le café, d'accord. Donc voilà, c'est les conditions qui sont faites. Bien près du micro. Et ça concerne 2 millions de personnes. Voilà, Ouais. 2 millions sur un territoire qui est long de 40 km. Oui, c'est une densité énorme. C'est C'est presque 5000 au kilomètre carré, un truc comme ça. C'est une Trois fois Paris, à peu près. 3 fois Paris. C'est une des densités les plus élevées au monde, Ouais. Gaza. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, et Israël va agrémenter tout cela d'attaques régulières. Donc à chaque fois que les Palestiniens demandent à ce que le blocus soit levé, il y a eu des tentatives. Il y a ce qu'on appelle la flottille de la liberté, des bateaux qui sont partis d'Europe, hein, pour essayer de briser le blocus pour Gaza. Ces bateaux ont été arrêtés. Certains bateaux, même partant de Turquie, ont été attaqués avec des morts, avec plusieurs morts à bord des embarcations. Les Israéliens n'ont pas hésité à tuer des militants. D'accord, notamment des militants turcs, le Marmara, le Nave Marmara, il s'appelait comme ça, je crois, quelque chose comme ça. C'est un bateau turc. À chaque fois, donc Israël, et ce qui est grave, c'est alors qu'Israël fasse ça, on n'a rien à attendre d'Israël, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que tous les pays du monde qui se disent civilisés démocratiques acceptent ce blocus, le soutiennent ce blocus, en vérité. Hein, En ne faisant rien. Et en ne faisant rien, mais même en réprimant aussi, hein, et donc ça veut dire que la communauté internationale qui prétend défendre le droit aujourd'hui est totalement même en contravention avec son propre droit. Ce blocus est absolument illégal, il est inadmissible, il pénalise. D'ailleurs, il y a des instances de l'ONU qui dénoncent même ce blocus, hein, mais les gouvernements l'appliquent. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Et Israël, à chaque fois que les autorités de Gaza, parce que le problème n'est pas de savoir si c'est Hamas ou pas Hamas, on se fiche complètement, c'est aux Palestiniens de décider. Hein. La question est qu'il y a des autorités à Gaza et que le droit international dit que l'ONU doit respecter quelque autorité que ce soit sur un territoire. Et priver un territoire d'une autorité légale, hein, eh bien, est aussi un crime de guerre. C'est ce que les gens aussi doivent savoir. Ce qui fait que à chaque fois que les autorités de Gaza, quelles qu'elles soient, demandent la levée du blocus, ça va se terminer, ou le demandent de façon un petit peu énergique, ça se termine par des agressions israéliennes, 4 agressions israéliennes, d'accord, qui vont avoir lieu, 4 attaques fondamentales qui vont faire pas loin de 7000 morts, des milliers de blessés, des centaines, voire des milliers de maisons détruites, hein, à Gaza. On ne laisse pas le temps aux habitants de Gaza de construire aussitôt. Il y a une nouvelle invasion, une nouvelle agression. Alors, agression en 2004, en 2009, en 2013, 2014, et puis encore récemment en 2017. Donc voilà, sans arrêt. Et à côté de Gaza, vous avez des gens qui font des rave parties. Voilà, les colons sont dans le Negev, ils font leur rave party, ils s'amusent, ils vivent leur life comme ça, tranquille, hein, et ils viennent pique-niquer. Lorsqu'il y a des combats. Alors, lorsque l'armée israélienne attaque Gaza, eh bien, on a les colons qui viennent, qui pique-niquent en hauteur comme ça, puis qui voient au loin et qui s'amusent à voir les bombardiers israéliens pilonner Gaza. Voilà la réalité. Un jeune de Gaza qui a 16 ans, il faut le savoir, parce que le blocus a 16 ans. Un jeune de Gaza qui a 16 ans n'a jamais vu évidemment le reste du monde. Bien évidemment, il n'a même pas vu le reste de la Palestine, d'accord. Et il n'a pas fait plus de 20 km dans sa vie. Un jeune de 16 ans aujourd'hui n'a pas fait plus de 20 km dans sa vie. Alors d'ailleurs, du côté de la Cisjordanie, c'est pareil. Les jeunes n'ont jamais vu la mer, hein, faut le savoir. Alors là, c'est l'inverse, ils n'ont jamais vu la mer. Faut le savoir, à 20 ans, 25 ans, ils n'ont pas fait non plus de 20 km à cause des checkpoints, etc. Bon, donc voilà la vie épouvantable de misère qui est faite à Gaza, d'accord.
Et quand je lis cette canaille de monsieur Julien Drey, d'accord, qui prétend que la vie n'est pas si compliquée à On les a Gaza, arrosés voilà, parce qu'il touche plein d'argent. d'argent, et qu'ont-ils fait pour transformer Gaza en une ville accueillante? Voilà ce que monsieur Drey du Parti Socialiste déclare. Il ne comprend pas que les Gazaouis n'aient pas encore transformé Gaza en une ville accueillante, d'accord, hein? Alors voilà ce qu'il faut savoir. Les gamins de Gaza n'ont rien du tout. À Gaza, ils avaient un zoo. Le zoo n'avait même plus d'argent pour nourrir les animaux. Il y a des animaux qui sont morts de faim, même à cause du blocus, parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour eux. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est cette situation inadmissible que la France soutient, que toutes les prétendues démocraties soutiennent, hein, ce déni total de justice, c'est un déni du droit international, c'est un déni du droit humain. Voilà. Et voilà un petit peu la situation. Est-ce que vous voulez... Donc là, les Palestiniens ont dit, il y a une offensive, on le voit, et ils disent... Voilà. Juste par rapport à la situation, est-ce que vous voulez rajouter des points non, je ne sais pas, peut-être sur la situation des prisonniers, vu que c'est une de tes... c'est un de tes domaines. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a un... Barrep, non, comment il s'appelle, celui de l'Union européenne Barrel qui avait... le ministre des Affaires étrangères... Qui avait demandé... Borrell, qui avait demandé au Hamas de respecter le droit international, sans mettre en avant le fait que Israël ne respectait pas le droit international, notamment sur la question des prisonniers, parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a notamment énormément d'enfants palestiniens emprisonnés, on parle d'enfants de 12-13 ans, avec des faux procès, et qui sont dénoncés par des ONG. Là, on parle de Amnesty International et tout. Donc, Israël, dès le départ, ne respecte aucune règle internationale. Oui, tout à fait, en fait. Concernant la question des prisonniers politiques palestiniens, donc du coup là on sort un peu du cadre uniquement de Gaza, on va rentrer dans quelque chose qui concerne plus largement en fait toute la société palestinienne. En effet, il y a 170 mineurs, donc on parle d'enfants et d'adolescents qui sont incarcérés actuellement dans les prisons coloniales. Et il y a aussi il y a 1264 détenus administratifs. La détention administrative, qu'est-ce que c'est? C'est un régime en fait de détention qui permet de maintenir quelqu'un en détention sans charge ni procès sur la base d'accusations secrètes. Le dossier n'est même pas présenté à la défense ni à l'accusé. Et les personnes ont une peine maximale de 6 mois, mais elle est renouvelable infiniment en fait. Donc en gros, ils peuvent l'enfermer autant qu'ils veulent. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, il y a des détenus administratifs qui passent plusieurs années sous ce régime-là. Et ça, par les instances internationales, nous, on ne se base pas sur le droit international chez Samidoun, parce que pour nous, c'est aussi jouer avec l'arme de ceux qui ont causé la situation qu'on observe là. Mais bon, de temps en temps, c'est important de le sortir, de sortir leur propre carte. Leur contradiction. Voilà, c'est ça. Le but est simplement de sortir leur contradiction. Exactement, oui. Et du coup, la détention administrative, c'est une mesure en fait qui est dénoncée en fait par les instances internationales. Et donc il y a 1264 détenus administratifs en ce moment, dont un qui est en grève de la faim actuellement, qui s'appelle Kayed Fasfouf. Lui, il est en grève de la faim depuis 67 ou 68 jours. Avec les événements, on a du mal à suivre parce qu'on est sur pas mal de choses. Mais Kayed Fasfouf, lui, il s'est mis en grève de la faim. Il refuse de s'alimenter depuis plus de 2 mois pour exiger sa libération immédiate en fait. Et c'est un détenu administratif. C'était le régime dans lequel était détenu Salah Hamouri. Et pourquoi c'est important de soutenir ce gréviste de la faim là? Parce qu'il y a quelques mois, il y a Khaled Adnan, exactement, un grand leader de la résistance palestinienne, qui est décédé au bout de 87 jours de grève de la faim, il y a quelques mois. Et c'est une politique, ça, qui est calculée de la part de l'État colonial. C'est-à-dire qu'ils isolent les Palestiniens, les prisonniers politiques palestiniens, du reste du monde. Ils les isolent, ils ne veulent surtout pas qu'on en parle. Ils appliquent aussi ce qu'on appelle la négligence médicale, notamment dans le cas des grévistes de la faim, mais ça on pourra en reparler plus tard si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne leur fournissent pas les soins dont ils ont besoin au jour le jour pour continuer, pour avoir un suivi médical adéquat. Et c'est ce qui a causé la mort notamment de Khaled Adnan, mais la négligence médicale, elle a causé aussi la mort de Sadia Farajallah, une des prisonnières qui a été enfermée à la prison pour femmes de Damon. Elle a causé la mort du grand leader de la résistance, Nasser Abou Ahmed, donc un des grands leaders de la brigade Al-Aqsa, qui est mort d'un cancer. Et il y a plusieurs prisonniers politiques palestiniens qui subissent cette négligence médicale. Les prisonniers palestiniens, ça représente pour nous la frange la plus avancée de la lutte de libération nationale. C'est-à-dire qu'ils mettent leur vie et leur corps en jeu dans les prisons de l'occupation. On appelle le front des prisons. Oui. Voilà, exactement, le mouvement des prisonniers. Ils sont unifiés en fait sous ce qu'on appelle le mouvement des prisonniers, qui regroupe un peu toutes les parties de politique palestinien. Ces prisonniers-là, ils mettent leur corps, ils mettent leur vie, ils mettent leur santé en jeu pour continuer la lutte, même dans les prisons coloniales.
et ils se battent en fait pour que leur situation elle soit visible. Par exemple, donc il y avait les grèves de la faim communes, mais ça peut être aussi des blocages de cellules. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup fait à la prison pour femmes de Dammam, c'est-à-dire que les femmes, elles affrontent physiquement leurs gardiens pour réclamer plus de liberté, pour réclamer leur libération, pour protester contre des mesures répressives. Elles bloquent les prisons, elles bloquent leurs cellules. Et du coup, ça oblige les gardiens à rentrer à les traîner, à agir physiquement contre elles, quoi. Et ça, c'est vraiment une résistance qui est concrète. C'est pas uniquement des victimes, c'est comme pour Georges Abdallah. C'est-à-dire que c'est des combattants, c'est des combattantes. Il reste actif. Ils restent actifs, y compris dans les prisons. Et il y a aussi une résistance qui est symbolique. C'est-à-dire que le mouvement des prisonniers palestiniens, il est organisé. Ils font de la formation politique, ils permettent en fait aux prisonniers de suivre leurs diplômes, de passer des diplômes, de suivre leurs études. Donc comme ça, ils poursuivent des formations. Et il y a aussi toute une littérature carcérale qui se met en place. Sur la littérature carcérale, par exemple, ça rejoint le point de la négligence médicale. Il y a un grand écrivain palestinien qui est actuellement enfermé, qui est qui était un membre éminent du FPLP, maintenant il n'en fait plus partie, c'est Walid Daqqa. Walid Daqqa, c'est un écrivain qui a une renommée internationale. Et il subit lui aussi cette négligence médicale, c'est-à-dire qu'il est enfermé depuis 1987. Il aurait dû être libéré en début d'année, là, 2023, mais l'administration pénitentiaire coloniale lui a mis 2 ans supplémentaires pour des faux motifs sortis d'un chapeau, etc. Et sa famille a lancé une campagne internationale pour exiger sa libération. Donc voilà, le cas des prisonniers, en fait, ça regroupe tout ça. C'est d'abord la frange la plus avancée en fait, de la résistance. C'est-à-dire que ça représente toute la société palestinienne dans son ensemble, donc des combattants, des leaders de la résistance, mais aussi des paysans qui ont vu en fait leurs champs d'oliviers saccagés, qui ont vu leurs terres en fait occupées par des colons et des soldats. Ils se sont opposés, bim, en prison. Des gens qui sont contrôlés sur des checkpoints. Allez, on t'arrache, boum, en prison. Il y a le cas Ouais, c'est notamment. totalement arbitraire, ça peut être. Voilà. Donc des fois, nous on insiste pour dire, ok, quand il y a des gens qui font partie de la résistance, on le souligne. Il n'y a aucune honte à ça, et il faut les épauler de manière claire. Dire c'est leur droit le plus élémentaire en fait de se défendre contre une oppression. Et donc voilà, quand il y a des résistants qui sont incarcérés, on le souligne. Mais maintenant il y a aussi des gens qui sont arrêtés arbitrairement et qui subissent l'injustice. Ouais, et comme dit aussi Zakia, il y a le corps des prisonniers qui ne sont pas restitués. Exactement. Ça, il y a une campagne de Samidoun dessus. C'est ça. C'est du coup il y a 398 martyrs dont les corps en fait sont maintenus en détention par l'État colonial, mais il faut s'imaginer de la brutalité de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'État colonial maintient les corps des martyrs emprisonnés dans les morgues et dans de ce qu'on appelle les cimetières des nombres. Et certains depuis 40 ans. Oui, tout à fait. Donc il y a 2 réalités différentes. Il y a les cimetières des nombres. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est en fait des martyrs qui sont enterrés là. Il n'y a pas de nom. Il y a uniquement un matricule sur des tombes. Ouais. Et il y a le cas aussi des morgues. C'est-à-dire qu'en fait, les martyrs, ils sont mis dans les morgues de l'occupation. Mais imaginez-vous la chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a les familles des martyrs qui récupèrent les corps, ils sont encore congelés. Oui. Ça, c'est aussi la réalité de l'enfermement. Et c'est hyper bien que la personne l'ait souligné. Oui. Parce que Oui. c'est quelque chose qui n'est pas mis... Il y a un documentaire d'ailleurs qui a été fait, que nous avions projeté en Belgique. Il y avait aussi un représentant d'ailleurs de Samidoun qui était là. Il y a un documentaire palestinien par un réalisateur palestinien de Belgique qui a été fait, qui montre, absolument, c'est quelque chose inouï, c'est unique au monde, personne n'ose faire ça, aucune puissance, même la plus fasciste, n'a osé faire ça. Il y a des corps qui sont gardés depuis 40 ans, et on fait évidemment, alors, il y a plus communément, lorsqu'un jeune est tué lors des manifestations qu'il y a en Cisjordanie, la première chose que font ses camarades, c'est des sortes de pactes de la mort que les jeunes se font entre eux. Vous récupérez mon corps si je suis abattu. C'est terrible comme histoire. Imaginez des jeunes qui font ce pacte entre eux. Vous récupérez mon corps si je suis abattu, parce que les Israéliens, aussitôt, c'est la course entre les jeunes et l'armée israélienne pour récupérer le corps une fois qu'il a été tué. Parce que si jamais l'armée met la main dessus, eh ben, la famille, on va lui faire le chantage. On vous donne le corps à condition que vous ne fassiez pas que l'enterrement du martyr ne soit pas l'occasion d'une manifestation patriotique. D'accord? Et on vous la donne uniquement dans ces conditions. Ou alors si quasiment vous l'enterrez de nuit, ou des choses comme ça. Et le non-respect des morts, avant de donner la parole, le non-respect des morts, on rappelle aussi le cas il y a quelques mois qui a scandalisé pas mal de monde. C'était la journaliste qui avait été tuée et Oui. l'enterrement avait été perturbé par des soldats Le israéliens. cercueil quasiment renversé, etc. Oui, je voulais d'abord rajouter une information, c'est que la détention administrative, c'est une loi en réalité qui date de 1936. Ce Oui. sont les Anglais Oui.
des Anglais colonialistes qui avaient mandat sur la Palestine, qui l'avaient mise en place. Et l'entité sioniste n'a fait que à chaque fois faire une mise à jour de cette détention pour l'adapter en réalité. Donc c'est une arrestation arbitraire, voilà. Et ce qu'ont fait d'ailleurs toutes les armées coloniales quand elles l'ont fait au Vietnam, elles l'ont fait en Algérie, elles l'ont fait en Afrique du Sud. Ça rappelle d'ailleurs certaines clauses du Code de l'indigénat pour ce qui est de la punition collective. Code de l'indigénat. Donc, fameux code de l'indigénat appliqué vraiment très largement en Algérie. Mais ce qu'il faut voir, tu as dit très justement tout à l'heure, tu as parlé de films avant de regarder des images, des dernières minutes. Voilà, des dernières minutes. Je pense que c'est très important de regarder le film dans son ensemble pour voir d'où cela vient, où cela peut-il aller et comment aussi s'inscrire dans ce combat. En réalité, quelques discussions que j'ai eues personnellement avec des Palestiniens, ils disent que maintenant, c'est clair, l'entité sioniste nous laisse que 3 choix. Soit vivre comme des esclaves, soit partir, soit l'égorgement. Et ce n'est pas dans la tête simplement de quelques militants. Cela a été dit, y compris par les principaux dirigeants sionistes. Déjà dans les années 40, les dirigeants sionistes disaient qu'il n'y a pas de place pour le peuple ici. Et on va devoir tuer des Palestiniens. On va devoir tuer pour exister. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a plus que cela. C'est-à-dire, c'est ce qui explique un peu l'action spectaculaire qui vient de se dérouler sous la direction des brigades al-Qassam. Pas seulement aussi du djihad islamique, mais aussi les brigades Kataib, Abu Ali Mustafa se sont engagés aussi dans des... Bon, il y a déjà la résistance armée, en réalité, elle a été continue. Elle n'a pas pris toutes les formes spectaculaires qu'on voit aujourd'hui, mais elle a été continue. Elle s'est accélérée ces dernières années. Par exemple, avec la création des Arin al-Usud, c'est-à-dire la fosse aux lions qui ont mené des actions spectaculaires à Nablus et à Al-Khalil. Même les noms, attention, même les noms ont été. Oui, c'est sionisé, ce sont des noms sionisés. Par exemple, Ashkelon, c'est pas Ashkelon, c'est Asqalan al-Mejdel. Il faut aussi se battre sur ce terrain-là. Oui, bien sûr. Voilà, c'est Asqalan al-Mejdel. Donc, c'est de haute, Asqalan al-Mejdel, il a akhiri. Et donc, cette résistance-là, elle s'est accélérée ces dernières années, mais elle a été continue tout au long du combat des Palestiniens. La résistance armée a été tout le temps. Ce qu'il y a, c'est que dès les années 20 d'ailleurs, l'un des leaders sionistes, Jabotinsky, disait que il n'y a pas de solution si on n'enlève pas l'espoir de libérer la Palestine. Et ce que viennent de faire les brigades al-Qassam aujourd'hui, c'est qu'ils ont redonné l'espoir de la libération de la Palestine. C'est la résistance armée qui donne espoir, qui montre qui est le colonisé, qui est le colonisateur, qui est l'agressé, qui est l'agresseur. Donc la résistance armée, c'est quelque chose qu'il faut soutenir de toutes nos forces et qu'il faut faire du boucan autour de cette action spectaculaire et héroïque des brigades al-Qassam et de toutes les factions de résistance armée de la Palestine. C'est ça qui va... Il n'y a pas eu, dans l'histoire longue des colonisations, à chaque fois, c'est la résistance armée qui a permis de lever la contradiction antagonique entre colonisés et colonisateurs. Il n'y a pas d'autre... Omar, tu veux expliquer. Cette description de la situation faite au peuple palestinien, elle explique grandement la réaction de ce peuple face à l'apartheid, face à l'oppression et face au colonna. Moi, cette opération du 7 octobre m'a évoqué, toutes choses étant égales par ailleurs, le 20 août 1955 en Algérie, quand il y a eu cette rupture révolutionnaire qui est installée et qui suscite de la part des colons et des forces qui les soutiennent exactement les mêmes réponses que celles qu'on entend aujourd'hui, les mêmes condamnations que l'on entend et les mêmes indignations très sélectives qui nous sont opposées. La résistance du peuple palestinien est une résistance naturelle,
comme le disait la première ministre française, Madame Borne, on ne peut pas mettre d'équation entre le Hamas et l'État d'Israël. Elle a totalement raison. Oui, c'est vrai. On ne peut pas mettre d'équation entre un colonisateur et un colonisé. On ne peut pas mettre d'équation entre un oppresseur et un opprimé. Alors évidemment, la guerre des pauvres, la guerre des démunis, la guerre des déshérités, c'est pas une guerre propre et jolie. C'est pas une guerre. Ça existe une guerre propre déjà. Si tant est que jamais dans l'histoire il y eut une guerre propre. Ouais. C'est la guerre que l'on fait quand on est acculé et qu'on n'a pas d'autres moyens. En tous les cas, ce qui est héroïque, c'est de voir que ce peuple, malgré tout ce qu'on peut lui opposer et l'oppression dont il est l'objet, et pas seulement des Israéliens, mais de tous ceux qui soutiennent pour des raisons diverses l'État d'Israël et cette forme particulièrement perverse et inhumaine d'apartheid, celle qui consiste à nier la dignité et la qualité même d'humain aux Palestiniens, à nier même leur existence en tant que société constituée, eh bien moi je trouve que ce qui est encore plus grave, c'est le soutien occidental, éhonté, flagrant à une injustice sanglante qui se perpétue depuis plus de 70 ans. C'est ça qui, à mon avis, ici en France, devra nous interpeller. Comment peut-on admettre, après tous les échecs, après tout ce sang versé, que l'on soutienne une abomination qui n'a rien à envier à l'apartheid sud-africain des heures les plus sombres? C'est ça la question. Ce qui est étonnant, moi, ce qui c'est ce soutien unanime de caractère raciste, arabophobe, ce soutien sans nuance à une vague d'oppression d'une sauvagerie sans nom. Comment peut-on admettre qu'une ville encerclée depuis 16 ans soit bombardée par des F-16 et des F-15 et qu'attendre de ces gens-là qu'ils se laissent tuer tranquillement, qu'ils acceptent de mourir pour ne pas déranger le confort et la quiétude des élites politiques occidentales? Alors évidemment, on peut penser que dans un certain nombre de sociétés politiques en Europe et aux États-Unis, on n'a pas digéré la phase coloniale. Comme on peut comprendre quand dans les pays germaniques, en Autriche et en Allemagne, on est une sorte de bacille nazi qui continue à se développer, à vibrionner dans l'idéologie de ces pays-là. Et simplement, on a changé d'ennemi. Ce n'est plus le juif qui est la cible de la vindicte et de la haine institutionnelle, c'est l'arabe et le palestinien en particulier. Ça apparaît très clairement dans les discours qu'on entend depuis ces derniers jours. On vient de couper l'eau et l'électricité à Gaza, donc à une population entière, 2 millions de personnes. Déjà pas fourni beaucoup en eau et en électricité. Donc, ça ne suscite pas d'indignation ou de levée de bouclier. Et juste pour rebondir, on a coupé l'eau et la personne qui a pris cette responsabilité a dit il faisait face à des animaux humains. Oui, le chef d'état-major israélien. Et juste pour répondre à... Oui, c'est important de le dire, on l'a évoqué, mais cette opération-là, elle ne s'est jamais vue. Elle ne s'est jamais vue dans l'histoire palestinienne. Que les assiégés, que les insurgés, eh bien, décident de passer à l'action. Et comme l'ont dit leurs représentants, trop c'est trop. Ils ont dit trop c'est trop, c'est terminé. Trop c'est trop et c'est nous qui attaquons. Donc c'est une opération qui était très très vraisemblablement en fait dans les tuyaux depuis à mon avis plus d'un an. Et la première victoire d'abord de cette opération, indépendamment de ce qu'on peut penser, etc. Peu importe, malheureusement les violences c'est terrible. Nous sommes par nature tous opposés aux violences. Mais la seule façon qu'il n'y ait plus de violence, c'est que la justice triomphe. Évidemment, bien évidemment, nous ne sommes pas des assoiffés de sang, etc. Et le sang est terrible, quel qu'il soit. Contrairement à certains, on n'a pas soif de vengeance. Non, c'est pas un problème de vengeance, c'est un problème de justice. Alors, ce que je veux dire par ça, cette opération, simplement, est un échec total pour les services israéliens, qui ont été incapables de la voir venir, parce que c'est quelque chose qui existe depuis à peu près, qui à mon avis était dans les tuyaux depuis au moins un an. Il faut savoir qu'il y a à peu près 600 combattants qui ont été à l'œuvre. Si on dit 600 combattants, ça veut dire que vous avez au moins autant de gens derrière pour la logistique. Pour la logistique. Et ça veut dire qu'il y a peut-être au moins 1000 ou 2000 personnes qui étaient dans cette opération. Les sionistes n'ont pas su une seule chose, n'ont pas entendu un seul mot.
ces personnes ont aussi des familles. Ça veut dire que le secret a été tellement gardé, c'est absolument gigantesque, ne serait-ce que pour cela. Ça veut dire que le secret a été gardé par plusieurs milliers de personnes. Et quand on sait malheureusement le nombre d'agents qu'Israël a à Gaza, forcément, parce que c'est un territoire qui est tellement écrasé qu'il y a forcément des agents, des indicateurs, etc., comme dans toute Des situation, infiltrés. toute situation Des coloniale, bien sûr. Eh bien, ils n'ont rien su. Ils ont été. Et il y a encore quelques semaines, dans la presse israélienne, ils disaient non, nous pensons que Hamas n'est pas intéressé par une aggravation de la situation. Lorsqu'il y a eu une attaque contre le djihad islamique, rappelez-vous, il y a quelques semaines de cela, eh bien, Hamas n'a pas bougé. Les gens vont dire ah bah, Hamas se tasse, Hamas est en train de devenir adulte, c'est bon, ils ont admis. Alors, il faut savoir aussi une chose que j'ai apprise aujourd'hui, que je ne savais pas, c'est qu'en fait, l'opération, elle a été multimodale, vous savez, par les airs, des deltaplanes, des ailes delta, des deltaplanes à moteur, il y avait les deux, deltaplane à moteur et aile delta, c'est-à-dire qu'ils ont dû s'entraîner comme ça pendant des semaines et des semaines, d'accord, toujours au nez à la barbe des services israéliens, des Zodiacs rapides, donc par la mer également, les tunnels évidemment, parce qu'il a fallu tirer 5000 Katyusha, 5000 missiles en même temps pour saturer le système dôme de fer, et qui d'ores et déjà a prouvé sa faillite. C'est un effondrement technologique israélien. Aujourd'hui, je peux vous le dire, nous fêtons l'effondrement du système technologique israélien réputé un des meilleurs du monde. Le système qu'on appelle la fronde de David, qui était réputé infaillible, eh bien, les 5000 roquettes qui ont été tirées, ça veut donc dire que les Palestiniens disposent de lance-roquettes multiples. Vous savez, chaque lance-roquette doit être commandée par plusieurs combattants. Il a fallu sortir ces lance-roquettes des tunnels, tirer et ensuite les remettre dans les tunnels. Et il a fallu coordonner cela en même temps. Il fallait que ça ait lieu en même temps. 5000, une logistique de malade. Mais surtout, j'ai appris aujourd'hui une chose que je ne savais pas, c'est que pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Vous savez pourquoi? La guerre électronique. Ils ont complètement détruit les systèmes électroniques israéliens. Et c'est pour ça que le Mossad n'a rien vu venir. Et c'est pour ça qu'ils ont complètement brouillé. Alors, on ne va pas insister là-dessus, mais ils ont été aidés par sans doute certains pays de la région. Mais les systèmes israéliens ont été brouillés, complètement brouillés. Et c'est ce qui explique aussi la soudaineté et le fait qu'il n'ait rien pu faire. Et ça, c'est au plan technologique, c'est extraordinaire. Ça veut dire que là, on a franchi un pas. Les Israéliens ont été brouillés, exactement ce qu'ils font, les Américains, ce qu'on fait à chaque fois qu'ils ont attaqué l'Irak. On commence par brouiller toutes les communications. Mais ça veut dire que technologiquement, ce n'est pas évident. Eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est inouï. Et juste pour terminer, les organisations palestiniennes, c'est important de le dire, il existe ce qu'on appelle la chambre des opérations. À Gaza, il existe ce qu'on appelle la chambre des opérations. C'est une sorte d'état-major qui réunit toutes les factions de la résistance à chaque fois qu'il est nécessaire, bien sûr, de résister et de s'opposer à une invasion. Et dans cette chambre des opérations, et tu l'as dit, Kamel, et on l'a dit, donc quelles sont, parce que la question a été posée, quelles sont les organisations? Eh bien, on a les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, évidemment. Les brigades Al-Quds, c'est le djihad islamique. Les brigades Al-Quds, c'est les djihad islamiques. On a les brigades Al-Qassam qui sont Hamas. On a les brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui sont le Fatah, parce que même si le Fatah est en opposition, le Fatah à Gaza, malgré tout, intervient dans la résistance. On a les brigades Ali Mustafa qui sont liées au FPLP. Et aussi, on a les comités populaires qui sont liés au Parti communiste. Donc, voilà, les amis, c'est toute une résistance. Il faut arrêter avec ces mensonges à la télévision. Hamas, ils disent Hamas, vous savez, donc j'aime bien l'expression. Hamas, comme ils disent, c'est le Hamas. Non, c'est le peuple palestinien de Gaza est soutenu par tout le peuple palestinien, avec toutes ces organisations, et pour paraphraser De Gaulle, c'est qui se libère lui-même, avec l'aide éventuellement, mais qui se libère lui-même, et toutes les factions de la résistance qu'on a citées, plus le peuple de Gaza, est derrière. Donc il faut arrêter avec ces mensonges qu'on entend à la télévision, absolument inouïs, comme Omar l'a dit. C'est absolument incroyable que ces gouvernements occidentaux bien piétinent le droit des peuples à vivre libre, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine. Ils piétinent un peuple entier. Et quand on entend Macron dire que Israël a le droit de se défendre, alors que le blocus est un acte de guerre qui est absolument interdit, qui doit se défendre? Alors, Oui, avant qu'on entre un peu plus dans le détail, je te laisse la parole aussi, Omar. Ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, cette offensive a arrêté un potentiel processus de paix. Comme si les choses allaient en fait en s'arrangeant. Et je crois que les gens ne sont pas au courant, mais qu'au contraire, la situation s'empirait pour les Palestiniens. Il y avait une extrême droite israélienne qui arrivait au pouvoir et qui promettait d'être encore
plus sanguinaire à l'égard de la Palestine. On a vu qu'en février dernier, il y a eu des pogroms qui se sont perpétrés à l'écart des Palestiniens. Et ça, c'était même un général israélien qui avait utilisé le mot pogrom. Et il y avait aussi, du point de vue international, une normalisation avec Israël de la part de plusieurs pays. Et là, il y avait presque l'Arabie Saoudite qui était à deux doigts de normaliser les relations avec Israël. Donc, je ne me trompe pas si je dis qu'au contraire, les Palestiniens étaient presque au pied du mur et que la situation était, dans tous les cas, dramatique. Omar, et après... Même des dirigeants de la gauche sioniste admettent qu'il n'y a eu aucune avancée, aucune modification du statut des Palestiniens depuis 10 ans. Il n'y a absolument eu aucune modification de la situation absolument indigne faite au peuple palestinien depuis plus d'une décennie. On a poussé ces gens au désespoir, ils réagissent et on ne comprend pas pourquoi ils réagissent. Mais moi, personnellement, ce qui me préoccupe, ce n'est pas tant ce qui a déjà été fait. Je pense que personne ne peut contester qu'il s'agit d'une victoire de la résistance palestinienne qui a mis à nu l'inconséquence et l'inconsistance du colonialisme et sa vanité, sa prétendue conviction qu'il allait mater, écraser définitivement le peuple palestinien et voler en éclats. Mais ce qui est inquiétant, c'est les lendemains de ce que les Israéliens sont en train de faire. Que va-t-il se passer? Que risque-t-il de se passer dans les jours qui viennent avec cette répression absolument effroyable? Je ne sais pas si vous avez vu les images des bombardements sur Gaza. C'est absolument indiscriminé. Les bombardements et puis les déclarations de Netanyahou qui dit que le Moyen-Orient va avoir un visage qu'il n'a jamais connu, changer le visage du Moyen-Orient. Oui, donc il y a quelque chose, on est en train d'entrer dans un processus extraordinairement dangereux, parce que s'il y a, comme l'annoncent plus ou moins les dirigeants israéliens, une invasion terrestre de Gaza, il est certain que les alliés du peuple palestinien, les alliés régionaux, ne vont pas rester les bras croisés. On le voit déjà à la frontière nord. Il y a donc toutes les chances de vivre... La frontière nord, c'est le Liban. C'est le Liban. Il y a donc toutes les chances de voir une extension, dramatique du conflit. Donc la paix aujourd'hui, la justice aujourd'hui, sont plus que jamais ignorés. Ce qui aurait pu sonner comme une sorte de réveil de la politique et de la négociation à travers cette réaction des Palestiniens n'est pas comprise et n'est comprise que sous l'angle de la répression et de la violence. Et ça risque de précipiter un enchaînement de situations extrêmement graves. Ouais. Du coup, il y avait un truc que tu avais commencé à dire, Youssef, et qui me paraît hyper intéressant, c'est de revenir en fait à la source première de la violence. Et ça correspond un peu à ce que Thomas Vescovi disait aussi, c'est-à-dire que là, on nous parle des attaques de la résistance, de l'offensive de la résistance, comme si c'est eux qui avaient inventé la violence. La violence, elle est à la base du processus colonial. Parce que le processus colonial, c'est la négation de l'humanité de l'autre, en fait. Et comme disait Fanon, quand on parcourt les damnés de la Terre, c'est quelque chose qui est constamment dans son œuvre. Il montre comment, en fait, le colonisateur a montré la voie à suivre, finalement, aux colonisés. C'est que le colonisateur, durant l'histoire de la colonisation, il a juste dit aux colonisés, tu veux qu'on t'écoute? Mais c'est pas possible. T'es passé par toutes les formes de contestation, toutes les formes de mobilisation, on t'a pas écouté. Finalement, en fait, tout ce qu'on t'a autorisé à faire, c'est d'avoir ta terre spoliée, d'être incarcéré massivement et de subir une injustice terrible. Et donc, le colonisé, en fait, il comprend très bien ce message-là de la part du colonisateur. Et la source première de violence, elle ne vient pas des colonisés. C'est quelque chose que tous les deux, vous l'avez dit. Elle vient du colonisateur. Et nous, on doit aussi, parce que... Fanon l'a très bien dit. Exactement, c'est ça. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une base, je pense qu'on l'a tous ici. Mais genre, la lutte de libération nationale du peuple palestinien, c'est une lutte de décolonisation, comme ça a été le cas en Algérie, comme ça a été le cas au Vietnam, en Guinée-Bissau et à Haïti.
c'est une lutte des exploités, c'est une lutte des colonisés pour se réapproprier leurs terres et pour accéder à la liberté. C'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre entre deux frères ennemis, etc. C'est une lutte de Une guerre décolonisation. de civilisation, comme on entend beaucoup dans les Bon, médias, par exemple, oui. les médias sionistes, Bien sûr. qui veut en faire une guerre entre des civilisations Une guerre supposées. religieuse, Voilà. une guerre Voilà. de religion. C'est une lutte C'est de important ce que tu décolonisation. Ouais, c'est une lutte de décolonisation. Et par rapport à ce que tu disais concernant les processus de paix, c'est une blague. Les processus de paix, en fait, la situation, elle n'a jamais été aussi catastrophique, à part lorsque toute la Palestine occupée était sous contrôle de l'État colonial. Mais là encore, aujourd'hui, la Cisjordanie, c'est un véritable gruyère. Pourquoi l'État israélien est parti de la bande de Gaza? Mais c'est simplement en fait pour concentrer toutes ces toutes ces forces dans la colonisation effective de la Cisjordanie. Donc, c'est c'est ce qu'on appelle des bantoustans en fait. C'est des petites zones qui sont soi-disant sous le contrôle de l'autorité palestinienne, mais en fait, c'est pas vrai. Tous les jours, il y a des raids, il y a des arrestations massives, il y a des vingtaines de Palestiniens qui sont arrachés de leur famille la nuit à l'aube, aux petites heures du petit matin, par les forces d'occupation. Il y a des exécutions de sang-froid. On voit qu'il y a des forces spéciales qui arrivent et qui exécutent des résistants. Les Palestiniens n'ont pas de souveraineté sur leur propre terre. Et il est normal qu'ils utilisent tous les moyens nécessaires pour se libérer. Donc, finalement, les espoirs de paix, ils n'existent pas. Kamel? Oui, je voulais rajouter, en accord avec ce qui a été dit autour de la table, il y a quelque chose de très spécifique à la colonisation sioniste en Palestine. C'est que les Palestiniens ne se battent pas seulement contre les sionistes. Ils se battent contre toutes les métropoles impérialistes. Et ça, et les régimes réactionnaires arabes. Bien sûr, bien Très sûr. arabes. Je voudrais rappeler d'ailleurs, Georges Ibrahim Abdallah l'a dit dans plusieurs de ses déclarations. Il ne faut se faire aucune illusion. Les Palestiniens tout seuls ne libéreront pas la Palestine. C'est dans le cadre d'un mouvement de libération nationale arabe, Bien sûr. pan-arabe, et même anti-impérialiste plus large, qui aura la victoire finale. Évidemment, la résistance n'est pas la victoire. Mais sans la résistance, il n'y aura pas de victoire. Et donc, c'est important de prendre, de prendre en compte cette vision. D'ailleurs, je voudrais rappeler que sur le plan historique, la colonisation sioniste a d'abord été un projet impérialiste, capitalo-impérialiste, avant d'être un projet sioniste. Oui. Ça, on peut le voir depuis le début. Hein. On peut remonter avant 1947, on peut remonter même au XVe siècle avec les guerres de religion, dites de religion, parce qu'en réalité, c'était dans le contexte de l'ascension du capitalisme mercantiliste qui voulait ouvrir les marchés, etc. Mais ça, c'est très important. C'est-à-dire que, comme le dit d'ailleurs Georges Ibrahim Abdallah, l'entité sioniste, moi j'utilise pas le mot Israël, l'entité sioniste, d'abord en solidarité avec les Palestiniens, et puis deuxièmement, c'est un territoire, la Palestine. Et puis les Palestiniens, s'ils sont dominés, ils ne sont pas soumis. Donc ils sont en train de se battre pour faire vivre la Palestine. Tu fais ce que tu veux en plus. Ouais. Et donc, le projet impérialiste, c'est celui-là. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Hier, c'était les Anglais, puis après, à l'occasion du congrès de Baltimore, en 1942, ce sont les États-Unis qui ont pris le relais. L'hôtel Biltmore, oui. L'hôtel Biltmore, oui, aux États-Unis. Ouais, à New C'était York. un congrès sioniste Tout à fait. où il était dit clairement, le programme de Biltmore dit clairement L'établissement de que l'État. l'État d'Israël, entre guillemets, pour moi, donnerait des bases à la fois aux Britanniques, parce qu'à l'époque, c'était encore les Britanniques qui menaient l'alliance dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, mais donnerait aussi des bases pour les États-Unis si l'érection donc, de l'État sioniste était menée à son terme. Et tout au fil de l'histoire, on peut faire la chronologie, c'est-à-dire on peut, par exemple, en 1956, c'était le gouvernement français qui a aidé l'entité sioniste pour se doter de l'arme nucléaire. En échange de l'attaque contre Nasser. À Démonia. C'était aussi l'agression tripartite. France, Grande-Bretagne, entité sioniste, c'était le massacre de Kfar Qasim. Et c'est comme ça que la France a doté Israël du nucléaire. Il faut quand même le savoir, c'est la France qui a doté Israël de l'arme nucléaire, en échange de l'intervention contre l'Égypte de Nasser. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important. Ils se battent contre, ils disent, bon, les Américains impérialistes qui dirigent
la triade un peu impérialiste, etc. Mais en réalité, et donc c'est pour ça que vraiment il faudrait que les appels qui ont été lancés par les différents partis politiques comme le Jabhat al-Sha'biya, le Front Libération populaire, le PC palestinien, le Hamas, le djihad islamique, c'est maintenant que dans les villes arabes se mobilise la population pour mettre à nu la collaboration des régimes réactionnaires arabes. C'est aussi pour soutenir cette résistance-là. Et déjà du côté du Liban, il y a eu des premières réactions avec Hezbollah qui a ouvert, par exemple, le feu pour défendre son territoire, la plaine de Sheba. C'est son territoire, c'est le territoire au Liban. Alors, juste pour informer, il y a plusieurs militants, donc on en discutait tout à l'heure, plusieurs militants combattants de Hezbollah qui ont été tués dans des échanges d'artillerie aujourd'hui, dont un commandant de Hezbollah. Et il n'est pas du tout impossible que les combats s'étendent. Aujourd'hui, nul ne peut dire alors c'est pour ça que je vois des gens qui disent oui, qu'est-ce qui va se faire. Alors vous savez, je vais dire une chose, le problème est simple. Les gens qui disent qu'est-ce qui va se faire, Gaza va être gazé, Gaza va être rasé, comme vous voulez, on peut le dire dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, c'est un problème de vivre libre ou vivre en esclave. Oui. Et je sais que certains n'ont pas ça en tête. Debout, mais exactement. En fait, ça m'amuse parce que beaucoup lancent cette citation comme ça pour faire croire qu'ils sont fiers. Ouais. Mais quand il y a des gens qui l'appliquent, parce que je vais juste rebondir sur ça et après je vais aussi donner la parole, c'est mais en fait, qu'est-ce que doivent faire les Palestiniens? C'est-à-dire que je vois des gens là qui disent à cause de ça, Gaza va se faire rayer. Mais en fait, ils auraient dû souffrir en silence. Oui. En disant rien. Et même les Français auraient dû se taire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui me disent la violence n'est pas la solution. Mais les Gazaouis ont tout essayé. Les Gazaouis ont tout essayé. Je veux dire, il y a un truc tout simple. La campagne BDS. La campagne BDS, elle ne sert à rien. Personne ne la suit. Je veux dire, elle ne rencontre pas d'écho. Et en France, on veut l'interdire. En France, on veut interdire. En Europe, on veut interdire. Dis ce que c'est un petit peu. Le boycott, ils veulent que le boycott soit illégal. Voilà, parce qu'on dit mais pourquoi vous n'êtes pas pacifique? Les solutions pacifiques, vous les interdire. Les ONG, plein d'ONG alertent sur le non-respect du droit international de la part d'Israël. Tout le monde s'en fout. Veut dire, plusieurs fois, on a alerté et il n'y a rien qui se passe. Comment, veut dire, quelle est l'alternative pour les Palestiniens? Quelle est l'alternative que vous leur donnez? Soit de souffrir en silence, soit quoi? Veut dire, quelle est l'alternative? Il y a une question qui m'est posée, je vais répondre après parce qu'il avait demandé la parole. Ouais, vas-y. Avant, je repensais à quelque chose quand tu disais sur les processus de paix, que ça mettrait fin au processus de paix. En fait, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir, de détruire cette idée-là, en fait, que c'est les Palestiniens qui cherchent le conflit constamment, etc. Il y a 2 exemples de ça. Le premier exemple, en fait, c'est la situation dans les prisons. Voilà, on va parler un peu des prisons, ça faisait longtemps, mais ce qui s'est passé dans les prisons, c'est qu'il y a eu une montée de tension, en fait. Ben Gvir, donc c'est le ministre de l'Intérieur, il a essayé de faire passer tout un tas de mesures répressives contre les prisonniers, contre le mouvement des prisonniers. Donc ça a commencé par leur interdire certaines visites familiales, leur interdire de faire du pain, de cantiner, etc. Ça a mené à des grosses grèves et à des mouvements très massifs de la part des près de 5000 prisonniers politiques palestiniens. Donc ça, c'est un aussi des exemples qui est de la sentiment de toute puissance en fait de l'État colonial. Il n'a jamais cherché la paix en vérité. La deuxième chose, c'est quand on voit la répression auquel fait face des mouvements de la société civile en Palestine. Donc il y a eu le cas des 6 ONG qui ont été déclarées comme organisations illégales et terroristes par l'État d'Israël en 2021. Donc c'est des organisations qui ne font pas partie en fait, c'est pas des organisations, des factions armées. C'est des organisations de la société civile. Mais Israël, avec son arrogance d'État colonisateur tout-puissant, a décidé de les désigner comme organisations terroristes. Donc il y a Adamir, qui fait du suivi juridique pour les prisonniers. Il y a Al-Haq, il y a le centre Bizan, il y a des groupes de travailleuses femmes, il y a les travailleurs de l'agriculture et de défense des enfants. Donc ça, c'est une des preuves aussi qui fait que Israël, en fait, ne cherche pas à baisser le conflit, parce que dans sa nature, en fait, c'est l'État colonial. Il faut arrêter avec cette vision aussi, c'est pas ce que tu as dit, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps, comme quoi les 2 États pourraient coexister. Il n'y a pas de coexistence possible. L'antagonisme, il est trop fort. Et ça permet de tuer l'espoir aussi. Toutes ces associations, en fait, toutes ces associations, en fait, elles permettent de
maintenir, et en tout cas de donner un peu d'espoir aux prisonniers, aux familles, un soutien moral, matériel, etc. Ça me faisait penser en t'écoutant, alors, toute proportion gardée, hein, au CCIF, à Baraka City, etc. Donc en fait, c'est aussi une manière de s'attaquer à toutes aussi bien les parties, on va dire, actives, on va dire, résistantes, etc., que les parties aussi de soutien moral, matériel, pour en fait complètement saper le moral de la résistance. Oui, totalement. Genre, c'est ce que tu disais, oui, ça, mais ça reste, je rejoins cette idée. Euh, on entend beaucoup cette phrase, les Palestiniens ont tout essayé avant d'aller à la résistance armée. C'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que dès le début de la colonisation, ils se sont opposés physiquement à la colonisation. Donc il n'y a pas de honte à recourir à la résistance armée. Mais en effet, il y a des parties de la société civile qui se sont opposées par des voies démocratiques, par des voies non violentes. Mais par qui exemple, ont- c'est ça, c'est que pour moi, c'est un mélange de tout. Le FLN faisait autant la lutte armée que les solutions diplomatiques. Exactement, Ils c'est ont un usé tout. de tous les terrains. Non, mais Et bien du coup, il y a... Et surtout, l'offensive politique vis-à-vis des opinions publiques. Parce qu'aujourd'hui, ici, on peut faire des constats pendant toute la nuit, hein, c'est des observations et des récapitulatifs, mais l'action concrète aujourd'hui, face à des gouvernements et des autorités qui, très ouvertement, soutiennent la colonisation dans ses formes les plus atroces, les plus abjectes, l'alternative, c'est de faire une campagne sans arrêt vis-à-vis des opinions publiques, qui, je crois, sont beaucoup moins réceptives au discours officiel qu'on veut bien nous le faire croire. Totalement. Hein, surtout dans la jeunesse, je pense Voilà, que il y une a- grande partie de la jeunesse est absolument avec les Palestiniens. Et puis, contre l'oppression, contre la domination, contre l'apartheid, les gens sont informés. Et heureusement qu'il n'y a pas que le Figaro, Libération et CNews et France Inter pour informer la population. Par les réseaux sociaux, les gens savent quelle est la condition qui est faite aux Palestiniens. Les gens n'ignorent rien de l'humiliation permanente. Oui, absolument. Les images sont extrêmement parlantes. Les contrôles absolument abjects au checkpoint, la manière dont sont traités les femmes et les hommes qui entrent pour travailler sur le territoire contrôlé par les sionistes, etc. Tout ça est connu. Donc il faut continuer cette action qui est à travers des associations comme celle qui préconise BDS ou celle qui préconise la libération des prisonniers politiques et celle de Georges Ibrahim Abdallah en particulier. Il faut continuer ce travail en direction de l'opinion publique ici. Et Voilà. je voudrais rajouter deux choses, du coup, toujours sur cette question de la répression. Il y a eu ces 6 ONG qui ont été qualifiées d'organisations illégales et terroristes, ce qui montre en fait l'arrogance de l'État colonial. Mais il y a Samidoun. Nous, on a été aussi qualifiés comme organisation terroriste à la même époque. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? En fait, on se contente de coller des affiches, distribuer des tracts, tenir des stands dans des concerts à des événements militants. Il faut se rendre compte en fait du sentiment de toute puissance et de l'arrogance de cet État-là. C'est-à-dire qu'il ose qualifier des organisations comme Samidoun qui font un taf de terrain auprès des populations, etc., pour diffuser la voix de la résistance, la voix des prisonniers. Il les considère comme des organisations terroristes. Et sur BDS, c'est très intéressant. Il faut savoir que l'État israélien, l'État colonial, pardon, a dédié un ministère entier pour contrer en fait la campagne de boycott. Parce que le boycott, c'est une des armes les plus importantes pour attaquer l'État colonial et pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et je voulais juste dire cette phrase de Khader Adnan, paix à son âme. Oui, pas son âme. Qui est tombé martyr, hein, vraiment. C'est ça, après 87 jours de la Ouais. grève de la faim, comme on l'a dit. Et lui, il disait une phrase très belle qui avait été affichée dans le quartier. On l'avait affichée, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle n'est pas restée longtemps. Mais lui, il disait « Vivez libre ou mourrez debout comme des arbres ». Et ça, en fait, ça résume très bien en fait, le combat de la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas, ce ne sont pas des brutes sanguinaires, etc. Oui, En et fait- ce mot terroriste, qu'on utilise avec une facilité déconcertante, c'est pas une innovation. Tout ce qui est Yasser Arafat déjà à l'époque. tout le monde, le FLN, Bah c'était le des FLN. terroristes affreux. Bien sûr. Les natifs américains aussi. Oui, c'était en tout quelque sorte. est terroriste. Oui, tu as eu raison de le dire. c'est La les résistance natifs. française Ah vis-à-vis oui, la du- résistance française, c'était des terroristes. Et tout ça Mandela permet, était un terroriste. Hein. absolument. Et tout ça permet de dédouaner les vrais terroristes. Bah, bien sûr. Voilà, ceux qui exercent un terrorisme d'État, ceux qui exercent un terrorisme aveugle et apolitique en direction de populations civiles désarmées et qui sont soutenus par des puissances occidentales. Tout ça fait qu'il faut rejeter ce discours-là et appeler les choses par leur nom. Ce sont des combattants de la liberté.
Ce sont des gens qui veulent vivre dignement, ce sont qui veulent être respectés, qui veulent avoir une vie sur le territoire de leurs ancêtres. Il n'y a rien de terroriste là-dedans. Ceux qui sont terroristes, en l'occurrence, ce sont ceux qu'on nous présente comme des paragons de civilisation et de vertu démocratique. C'est ceux-là, les vrais terroristes. Alors, Mais justement, on va vous rétorquer oui. par exemple, comme ce qu'il y a sur le commentaire, notamment l'attaque du festival. bah, j'allais en parler justement. Alors, par rapport à cela, encore une fois, les Palestiniens n'ont jamais choisi la violence. Mais en même temps, le problème, c'est qu'une violence, vous savez, vous connaissez la fameuse réplique du martyr algérien Labib Ben Hedi, lorsqu'il est arrêté par les para-français, hein, et qu'on le brandit devant la presse, et on est persuadé qu'on va évidemment pouvoir le ridiculiser, et ridiculiser la lutte du peuple algérien. Et il y a un journaliste américain qui lui pose cette question. C'est une conférence de presse qui est faite au moment de la bataille d'Alger, lorsque Labib Ben Hedi, qui était un des dirigeants de la zone autonome d'Alger pendant la révolution algérienne, et il y a un journaliste américain qui lui pose cette question en disant « Mais vous ne trouvez pas que vous êtes lâche, que vos moyens d'action sont des moyens d'action lâches? Vous utilisez donc des femmes avec leur hayek, enfin avec leur voile, etc., avec des couteaux et avec des couffins. Hein, c'est lâche, vous attaquez des gens. » Et il a cette réponse qui est extraordinaire. Il dit bah, « Écoutez, si vous voulez, nous vous donnons nos couteaux, nos couffins, etc. Et vous nous donnez vos avions et vos chars. » D'accord ? Voilà. Alors, c'est extraordinaire qu'aujourd'hui en France, hein, on trouve que. Alors, évidemment, c'est toujours dur. On a des jeunes Israéliens qui sont tués dans l'affaire, etc. Vous devez comprendre une chose. Hein, ceux qui se posent des questions, c'est terrible. Nous ne voulons pas la violence. Les Palestiniens n'ont jamais cherché la violence. Ils ne font que se défendre. Et aujourd'hui, vous voulez simplement qu'ils disparaissent en silence et qu'ils aient la décence au moins de ne pas faire trop de bruit, hein, en disparaissant. Parce que je vais vous dire une chose. Si nous ne vivons pas actuellement, si cette affaire se déroulait au 19e siècle, mais les Palestiniens, il y a longtemps qu'on n'en parlerait même plus, c'est qu'Israël est un petit peu bridé à cause de l'opinion internationale qui est peut-être plus apte à accepter le niveau de violence qu'il y avait lorsqu'on a génocidé les Indiens, lorsqu'on a fait disparaître complètement les aborigènes. Vous savez, ce sont les mêmes impérialistes qui sont là en face. Hein. Les habitants de la Tasmanie, on ne sait même pas à quoi ressemblaient les habitants de la Tasmanie. La dernière Tasmanienne est morte dans les années 20. C'est la dernière de son peuple, elle est morte. Il n'y a plus de Tasmaniens, ça n'existe plus. Ils les ont tous par les maladies, etc. Les Palestiniens, il leur sera arrivé la même chose. Et si les Palestiniens n'avaient pas résisté, hein, eh bien, il leur serait arrivé la même chose. Donc, les Palestiniens ont l'indécence de vouloir survivre. Ils ont l'indécence, donc évidemment, ils vont essayer de survivre par tous les moyens possibles. Ouais. Encore une fois, personne n'est content de toute cette violence qu'il y a, quels que soient les morts. Hein. Juste pour aller dans ton sens, il est évident que ces images sont terribles et on ne peut pas rester, de marbre devant ça. Par contre, la différence entre ceux qui mettent en avant cet événement et nous, c'est que nous, on est autant terrorisés par ce qui est arrivé ici que par ce qui arrive tous les jours aux Palestiniens. Je veux dire, avant les événements, on parle en 2023 de 250 morts palestiniens par l'armée israélienne. Alors, et personne ne dit rien. Moi, nous, ce qui nous étonne, c'est que des personnes nous font des leçons d'humanisme, alors même qu'ils en ont rien à faire des morts quotidiens en Palestine. Nous, c'est les deux cas qui nous intéressent. C'est toute la situation désastreuse qui amène ce nombre de morts. Et maintenant, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, vous avez envie que ces actes terribles arrêtent. Pour nous, il n'y a qu'une seule solution. C'est la fin de la justice et la fin de la colonisation. Et il y aura la paix. Si vraiment vous êtes inquiet pour le sort de ces personnes-là, mais bien sûr. Et nous, on est inquiet pour le sort aussi des Palestiniens, je ne vois pas d'autre solution que la fin de la colonisation. Kamel ? Dans la suite de ce qu'a dit Youssef, je voudrais aussi citer Hassan Kanafani qui, en 1973, interviewé par un journaliste australien, lui demandait « Mais quand même, vous êtes contre toute négociation, vous ne pouvez pas parler avec les Israéliens, entre guillemets, toujours ?» Il a dit « Vous parlez de quoi? Des négociations avec l'épée au-dessus du cou. Nous n'en voulons pas. » Et donc, il faut rappeler que la responsabilité première de la violence, c'est celle des sionistes. Ça, c'est très important. Et ils vont travailler, tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui peut arriver, c'est-à-dire l'idée qui est propagée, pas seulement par des individus, mais par des États.
J'ai vu les déclarations de l'Arabie Saoudite, même du Qatar qui soutient Hamas, ou même de l'Algérie. On peut revenir dans le détail pour essayer de voir, saisir les nuances qu'il y a dans ces positions-là. Ils disent le coût est élevé. Mais qui a travaillé à élever ce coût de la violence? Et justement, ces derniers temps, on nous a donné à voir qu'à chaque fois, l'armée sioniste a élevé le coût de la résistance pour empêcher, pour faire perdre tout espoir de la libération de la Palestine. Tu as cité aussi les 20 août 55, très justement. On a reproché à Zéro Diouf, qui a mené la campagne. Zéro Diouf, je suis né à côté de Smendo, justement. Ça, ex-Smendo. On lui a reproché d'avoir mené cette bataille qui a fini après de façon très sanglante. C'est-à-dire que ce sont des paysans qui sont soulevés avec des pierres, des pioches, et qui ont attaqué des fermes de colons. Oui. Et qui ont réussi à prendre des positions, des terres. Mais après, c'était le grand massacre. D'ailleurs, le stade de Skikda, ex-Philippe Bill, porte le nom du 20 août 55. De l'Algérie. Oui, c'était un massacre. Et finalement, Zéro Diouf a eu la réponse avec Bentobal. C'est Bentobal qui en parle dans ses mémoires. Il a dit, oui, le coût est élevé. Mais avant, la population se cachait, n'osait pas se soulever. Maintenant, ils sont avec nous dans les Jebel. Et c'est ce qu'a dit, justement, c'est ce qu'ont dit les dirigeants de Hamas, en particulier Daif, le chef d'état-major des brigades d'Al-Qassam, mais aussi Haniya, mais aussi le Jabhat al-Sha'biya, etc. Ils ont dit, maintenant, le but stratégique, c'est de soulever la population palestinienne. Oui. Aujourd'hui, nous avons pris une initiative historique. Elle est historique en quoi? Parce que le lieu, l'endroit, le moment ont été choisis par la résistance. Et c'est en territoire occupé qu'il a été mené, ce n'est pas à l'intérieur de Gaza. Et ça, c'est très important. Et donc, il est attendu que ça va continuer, le coût va être élevé, mais il n'y aura pas de victoire sans cette... Tout à fait. Kamel, Adel Ouais, la citation de Hassan Kanafani, elle est hyper importante. Et si je peux la préciser, ce que Hassan Kanafani dit aux journalistes, c'est de quel dialogue parlez-vous? Ah, vous parlez du dialogue, du coup, de la nuque avec l'épée. C'est ça la citation. Donc le dialogue entre Israéliens et Palestiniens, de quoi me parlez-vous? C'est comme si l'épée, c'est comme si la nuque demandait à parler à l'épée, ce qui est impossible. Il y a une des choses les plus importantes qu'on voit dans cette offensive-là, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper important ce que vous dites sur le coût humain. Mais ça va au-delà de ça. C'est comme l'offensive du Tet, en fait, en 68 par les Vietnamiens. C'est-à-dire que malgré le coût humain, ça redonne une puissance, une force phénoménale. Et intéressant le parallèle avec l'offensive du Tet. Oui. Et ça redonne de la force. Qui avait été discrédité, mais qui au final était... Vas-y, excuse-moi. Oui, c'est une défaite politique, mais c'est une victoire. C'est une défaite militaire, mais une victoire politique. Excusez-moi. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que finalement, les bénéfices sur du long terme, ils sont extraordinaires. On a vu les masses arabes se soulever au Yémen, on a vu aussi au Maghreb, dans les pays maghrébins, on a vu des populations soulevées et on a vu aussi... Ça, c'est exactement, c'est ça. C'est que soudainement, tout est possible. Alors, ce que dit Adel me rappelle ce qu'on a dit cet après-midi, Wissam. Oui, et j'avais pas fini. C'est la bataille de Karamé. C'est la bataille de Karamé. Aujourd'hui, ce qui se passe... c'est la bataille de Karamé. Très rapidement, c'est 67, c'est les défaites des armées arabes. Il a parlé 2 heures avant. Oui, non, mais je le rappelle. Mais... oui, très vite. Pour envoyer les gens à ce que tu as dit. Voilà, alors, simplement, vous cherchez. Dans Youssef, c'est avec 2 S, hein, surtout. Oui, on sait. D'accord. On fout. Et donc, simplement, faites une petite recherche sur la bataille de Karamé qui va redonner toute la dignité à la lutte palestinienne et aux Arabes, alors que c'était dans un moment d'extrême découragement après la défaite des armées arabes en 67. La bataille de Karamé, qui va être un coup humain énorme pour les Palestiniens, va être une victoire politique. Hein. Ils vont affronter l'armée israélienne. Et on a un petit peu la même chose. Adel. Et pour revenir là sur les bénéfices sur du long terme, c'est qu'on observe la même chose que lors du soulèvement de 2021. Où il y avait les territoires de 48 qui s'étaient soulevés en même temps que la Cisjordanie et Gaza. Et aussi, ça me fait penser on va repartir sur les prisonniers parce qu'encore une fois, c'est la frange la plus avancée de la lutte de libération nationale et on ne peut pas parler de la lutte de libération de la Palestine si on ne parle pas des prisonniers. Il y a eu l'opération là, du tunnel de la liberté où en fait, c'était avec la cuillère, voilà. En fait, c'était en 2021, il me semble, où il y a 6 prisonniers. Des prisonniers éminents, dont Zakaria Zubaidi, qui vient des brigades de martyrs Al-Aqsa, qui s'était échappé
au nez à la barbe en fait de leur geôlier de l'administration pénitentiaire coloniale. Ils avaient creusé des avec cuillères. les moyens du bord, dont des cuillères, mais pas uniquement. Mais évidemment, la cuillère est devenue le symbole de ça. Et en fait, c'est devenu un électrochoc pareil, le même genre d'électrochoc. Même s'ils se sont fait rattraper, ça a quand même été un. Ça a duré 13 jours. Leur libération a duré 13 jours. Énorme. Et en fait, il y a ce qui est énorme, mais il y avait le mythe de la toute-puissance technologique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, Israël, on peut rien contre eux. C'est la toute-puissance militaire, technologique, etc. Non, il y a 6 prisonniers qui, au nez à la barbe de leurs gardiens, se sont échappés. Et il y a un parallèle aussi, et après je citerai Fanon, ça va vous faire plaisir. Mais du coup, juste avant, je continue sur le tunnel de la liberté. C'est que on assiste à la même chose, au même témoignage que les résistants des brigades Al-Qassam ont témoigné. C'est-à-dire qu'en fait, quand les prisonniers, ils ont découvert la terre de Palestine occupée, à laquelle ils n'avaient jamais eu accès, en fait, parce qu'ils viennent de Cisjordanie. Et quand vous lisez leurs déclarations, leurs témoignages, c'est exceptionnel. Ils disaient, mais c'est la première fois de ma vie où je pouvais cueillir des oranges sur la terre de mes ancêtres. C'est la première fois de ma vie où je marchais, je rencontrais des enfants. Je rencontrais des enfants dans la rue, ils ne savaient même pas que j'étais prisonnier, mais j'étais en guenille. Et en fait, cette joie, cet attachement à la terre de leurs ancêtres, c'est ce qui donne toute la beauté en fait, à la lutte de libération nationale. Et donc, c'est pareil de ce qu'on observe là avec les résistants des brigades Al-Qassam et des autres qui les ont rejoints. C'est qu'il y a cette joie en fait, de retrouver la terre pour laquelle ils donnent leur vie. En fait. Et juste parce que là, comme le disait, on est dans le constat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Moi, j'aimerais citer juste un truc, une citation de Fanon, que j'ai compris il y a peu de temps. J'ai compris il y a peu de temps ce qu'il voulait dire. C'était, vous la connaissez par cœur, je suis sûr, chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la trahir ou la remplir. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est notre mission? Est-ce que la gauche française, on va commencer par eux, doivent répéter les mêmes erreurs qu'elles ont faites lors de la lutte de libération nationale en Indochine, c'est-à-dire demander aux adhérents du Parti communiste d'aller combattre contre les indépendantistes vietnamiens et de leur dire attention, il faut s'assurer que les conventions de Genève soient respectées. Non, on doit soutenir la résistance. Est-ce que la gauche française doit faire la même chose, la même erreur que lors de la guerre d'Algérie, la lutte de libération nationale algérienne, où ils avaient des banderoles alors que leurs militants de base, il y a eu des martyrs chez eux. Et c'était des porteurs de valises. Il y en a certains qui ont fait l'immigration après, les pieds rouges, etc., ce qu'on appelle. La direction leur demandait de parader avec des choses paix en Algérie. On ne doit pas retomber dans les mêmes erreurs. Parce que nous, les générations d'après vont nous demander des comptes. Comme on demande des comptes aux anciens. C'est-à-dire que nous, dans 10, 20, 30, 50 ans, quand la Palestine sera libérée, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire quoi? Nous, on prônait le respect des conventions internationales. Non, on doit pouvoir tenir la tête droite et dire, eh bien, on se tenait aux côtés des résistants palestiniens pour leurs droits légitimes à la lutte, à la résistance sous toutes ses formes. La résistance culturelle, qui a une place importante, comme le disait Amilcar Cabral, le leader du PAIGC, donc Guinée-Bissau, Cap-Vert. Lui, il disait, la lutte culturelle, elle est hyper importante, mais elle ne suffit pas. La lutte aussi de la société civile. Mais la société civile, c'est hyper important pour organiser les masses, mais elle ne suffit pas. La frange la plus avancée de la lutte, c'est la lutte armée, qu'on le veuille ou non, que ça nous fasse plaisir ou non. Et il y avait un leader... Ça a été le cas partout. Partout. Et il y avait un leader irlandais, et je remercie le camarade qui m'a dit ça cet après-midi. C'était... Michael Collins, non? Il me semble. Alors, on m'a dit après qu'il ne faisait pas l'unanimité parce qu'il avait accepté la partition de l'Irlande. Oui, c'est Michael Collins, qui sera assassiné d'ailleurs, malheureusement, par De Valera, qui était pourtant son camarade de départ. Oui. Et je remercie le camarade qui m'a fait découvrir cette citation. Il dit « Je hais les Anglais pour les crimes qu'ils m'obligent à commettre ». Voilà, c'est ce qu'on a posté et c'est ce qu'on dit. Ok, et je trouve ça magnifique. Tout à fait à propos, et répète-la d'ailleurs, donc, du coup, je hais les Anglais pour les crimes qu'ils... Répète-la, mais je la répète à ta place. Non, parce que la traduction n'est pas la bonne. Non, parce que c'est pas pour les crimes, parce que moi aussi j'avais dit les crimes. C'est pour la haine qu'ils m'obligent à avoir. Exactement. En fait, c'est je hais les Anglais. Nous aussi, au départ, on avait dit pour les crimes, mais je hais les Anglais pour la haine qu'ils m'obligent à avoir contre eux. Exactement. Et donc voilà, ce truc-là de bilan comptable qu'on aura à fournir aux générations futures, mais c'est hyper important. C'est hyper important qu'on puisse leur dire la tête haute. On n'est pas tombé en fait dans le jeu de la rhétorique terroriste, solution à 2 États, solution pacifique. Non, c'est les opprimés qui doivent avoir voix au chapitre et les opprimés dans leur unité. C'est-à-dire la résistance dans les territoires de 48, la résistance en Cisjordanie et à Gaza et la résistance aussi de la diaspora palestinienne.
Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a près de la moitié, il y a plus de la moitié en fait de la population palestinienne qui est réfugiée. C'est 7, Qui vit en 7 dehors millions sur 13 millions. Le peuple palestinien, c'est 13 millions. Et 7 millions sont en dehors de la Palestine. Voilà, et du coup, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas logique. On a tendance à croire qu'en fait, la lutte de libération nationale, elle se passe uniquement sur le terrain. Bien sûr, la lutte la plus principale, elle se passe là-bas. Mais il ne faut pas oublier aussi cette diaspora-là. Cette diaspora-là, elle Comme vit pour avec l'Algérie. comme l'Algérie, la Wilaya 7. Oui, elle la vit- 7, pour les gens, c'était la France. Exactement, qui a Ça. participé à fournir un effort Bah oui. incommensurable. Mais il faut comprendre que la diaspora palestinienne, et on salue chaleureusement les camarades de Saint-Midoun qui font partie de cette diaspora-là, ils vivent avec une fracture ouverte au cœur. Hmm. Ils ne peuvent pas retourner chez eux. Hmm. Ils sont éloignés, ils sont tenus, il y a certaines familles qui gardent les clés, qui gardent les actes de propriété de leur terre. C'est quelque chose de traumatisant en fait pour les familles palestiniennes. Et on essaye de nous faire croire que de la légitimité, de nous convaincre de la légitimité de l'État colonial à exister. Non, il y a des familles qui ont perdu en fait la terre. Et donc cette diaspora-là palestinienne, elle ne rentre pas en concurrence avec la lutte sur le sol. Elle donne toute son énergie, que ce soit aux États-Unis avec Within Our Lifetime, Palestinian Movement ou Samidoun, Massar Badil également. Elle donne toute son énergie militante à défendre la ligne de la résistance. Et elle paye durement. Et Il y a la d'ailleurs, répression. actuellement, Et après, il y avait Samir qui voulait Ouais, intervenir et depuis un moment. juste un petit truc, dans les camps du Liban actuellement, dans les camps de réfugiés du Liban actuellement, il faut aussi le dire, c'est que partout la diaspora palestinienne, et je peux vous le dire jusqu'au Chili, parce qu'il y a une grosse communauté palestinienne au Chili, il faut le savoir, hein, jusqu'en Amérique latine et en Amérique centrale également. Eh bien, les Palestiniens sont tous à l'unisson, sachez-le, les 13 millions de Palestiniens, je peux vous le dire, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées ou ce que vous voulez, hein, les 13 millions de Palestiniens actuellement sont derrière ce qui se passe à Gaza. Donc ce n'est pas le Hamas comme dirait BHL, d'accord? C'est tout un peuple qui aujourd'hui se lève et qui voit un sursaut de dignité extraordinaire dans cette offensive, hein. Les emprisonnés sortent de leur prison et attaquent le commandement de leur geôlier. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre parce que c'est absolument inouï. Samir. Et puis, il faut Alors- informer, Oui, juste oui, un mot. ouais, Il faut juste, ça fait- ça fait juste, cinq un- interventions, non, donc, Samir, juste informer que les Israéliens viennent de couper l'eau et l'électricité à 2 millions de personnes. Oui. Ouais, on l'a- Et le j'attends, gaz. Et le et gaz. j'attends avec intérêt les réactions indignées de la classe politique Sur les européenne. civils, Tu vas il y a attendre- des- on il y les a des attend bébés, il y a- longtemps. Voilà. Tu vas attendre longtemps. Il y a des bébés et tout qui vont. Voilà. Non, mais en fait, c'était une question parce que j'ai vu passer ça parce qu'on était tous, je pense, voilà, on a essayé de s'informer, etc. pendant les 48 dernières heures. Et il est par rapport, alors vous allez parler peut-être après de qu'est-ce qui se passe après, Oui. mais moi j'ai toujours besoin, même si là vous nous avez beaucoup éclairé, mais j'ai besoin encore d'essayer de savoir pourquoi on en est arrivé à cette action. Et on a beaucoup parlé des accords d'Abraham. Je crois qu'ils datent de 2020 et qui, pour faire simple, qui ont permis de normaliser les relations d'un certain nombre de pays arabes et du Maghreb avec Israël. Est-ce qu'il y a, d'après vous, est-ce qu'il y a un lien entre les accords d'Abraham et le fait que peut-être ils allaient s'intensifier et l'action à laquelle on a assisté il y a 2 jours? Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation directe, hein. On a voulu présenter ça, l'offensive palestinienne, on a voulu la présenter comme une offensive contre la normalisation avec l'Arabie saoudite. Moi, je crois que les Palestiniens, comme toute l'opinion arabe, savent que 80% de nos dirigeants, 80% des régimes politiques arabes sont des régimes inféodés. On le sait bien, ce sont des régimes qui ne tiennent que par le soutien de l'Occident, qui entérinent un divorce complet avec le ressenti, le vécu, les sentiments de leur population. Comment peut-on penser une seconde que des Jordaniens, qui sont à 80% d'origine palestinienne, puissent soutenir la normalisation avec Israël? C'est égal pour les autres pays de la région. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait un lien direct. Oui, mais Omar, tu crois mais pas là- que l'Arabie Saoudite, quand même, est obligée de reculer un petit peu actuellement. Oui, elle est obligée de reculer, c'est clair, mais je ne pense pas que l'objectif ait oui. été fondamentalement celui-là. Maintenant, la normalisation, moi je pense qu'elle est actée. Du Maroc aux Émirats arabes, le continuum politique de pouvoir arabe est inféodé à l'impérialisme.
Maintenant, les populations, c'est une toute autre histoire. Un Les, soutien qui persiste. les opinions publiques arabes demandaient à des Israéliens d'aller se promener dans les rues d'Alger ou de Casablanca sans protection policière, à mon avis, n'irait pas très loin. Donc, il y a une vraie communion entre les opinions publiques, qui n'est pas une communion de type racial ou idéologique ou ethnico-culturel. C'est une communion sur la base de la liberté. Quand on a été soi-même opprimé par une puissance étrangère, quand on sait ce que c'est que d'être nié en tant qu'individu, en tant que société, en tant que peuple, on ne peut qu'être solidaire avec les Palestiniens. Quand on est mozambicain, angolais, quand on est... Même irlandais. On voit le soutien de la gauche irlandaise. Quand on est de Guinée-Bissau, quand on est de ces pays où les peuples ont pris les armes pour se libérer de la domination et de l'exploitation et de l'humiliation, parce que c'est une donnée fondamentale, on voit là qu'il y a un vrai ressenti populaire pour la liberté et une vraie communion avec la lutte du peuple palestinien. Je voudrais rajouter à la suite que, en réalité, c'est parce que la conscience a tellement grandi que les négociations, les normalisations n'ont rien donné au peuple palestinien. Que cette réaction armée a pris cette ampleur et cette forme spectaculaire. Il n'y a plus rien à attendre de ces négociations et de ces normalisations. Et les normalisations, en réalité, au-delà des accords officiels qu'on nous donne à voir dans la presse, ça devient public. En réalité, bien avant, déjà la normalisation avait cours. Et la normalisation commence d'abord par une normalisation militaire. C'est peut-être beaucoup dire de l'affirmer comme ça de but en blanc, mais en réalité, ça commence d'abord par la normalisation des services de renseignement. Après viennent les accords diplomatiques, les accords économiques, etc. Et toutes les normalisations, anciennes, nouvelles, et en particulier celles qui a couronné les tout, les accords de Sidna Abraham, appelés accords d'Abraham, visent un but ultime. C'est celui de faire en sorte qu'aucun pays de la région, ni dans le monde arabe, ne dépasse l'entité sioniste, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique, ni sur le plan culturel, ni tout. Rien. Alors, d'ailleurs, il faut citer qu'avant les accords d'Abraham, il y a eu d'abord l'intégration des forces sionistes dans le commandement du Moyen-Orient qui inclut l'Afrique du Nord. Ah oui. Le commandement armé de l'OTAN. De l'OTAN, oui. Avant, ce n'était pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de coordination avec les services, mais ça veut dire que maintenant, les Arabes normalisés, je parle des États évidemment, pouvaient discuter directement avec l'armée sioniste pour mener leurs opérations de déstabilisation et de contrôle de la population. Donc ça a été tout le temps, depuis le début de la colonisation sioniste, ça a été tout le temps l'objectif ultime, Israël, entre guillemets, au-dessus de tout. Et c'est pour ça que maintenant, les fractions palestiniennes, les partis palestiniens ont pris conscience qu'il faut unir leurs efforts pour remettre en haut de l'agenda la résistance armée. Il n'y a que ça qui pourra régler la question. Et j'aimerais dire rapidement deux petites choses. La première, c'est qu'on a tort de penser que la création d'Israël était dirigée uniquement contre les Palestiniens. La création d'Israël est dirigée aussi contre toute la nation arabe. Et ça veut dire donc, et ça a été dit, ça veut dire qu'Israël, c'est le coin occidental, le coin impérialiste dans le Moyen-Orient. Pour assurer la domination du Moyen-Orient, Israël est l'instrument de cela. Alors, les Occidentaux, après avoir massacré les Juifs, après avoir génocidé les Juifs d'Europe, vont se servir des survivants pour construire un État qui va être à leur dévotion, qui va être à la dévotion des intérêts de l'impérialisme. Et c'est ça qui est absolument terrible comme paradoxe. Ce qui se passe actuellement, c'est que les Palestiniens luttent pour nous tous, pour toutes les populations du Moyen-Orient, contre l'impérialisme. Donc, il faut arrêter de voir, ce n'est pas uniquement une question de libération nationale dans un coin comme cela. C'est une libération nationale, mais c'est une libération aussi de l'oppression impérialiste. Parce qu'il y a une chose à laquelle les gens ne réfléchissent jamais. C'est qu'en fait, la création d'Israël, vous savez que, on ne va pas revenir sur l'histoire, comment le dépeçage de la Grande Syrie, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir introduit Israël, c'est ça qui va aussi entraîner la militarisation des sociétés
et des régimes. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en se créant, Israël va polariser tellement que c'est ça qui va aussi empêcher la démocratisation. Et ça, on le dit jamais assez, bien évidemment, parce que tous les États vont avoir... Il y a une véritable menace qui est Israël, c'est pas une menace factice. Et donc, l'arme nucléaire après. mais exactement. Donc du coup, eh bien, cette menace israélienne qui est réelle, mais elle est bien réelle, mais en même temps, eh bien, elle va faire que tous les efforts vont être concentrés sur cela, au détriment de tout ce qui est démocratisation, avancement des sociétés civiles, développement, etc., etc. Et ça veut dire que donc, et contrairement à ce que les gens disent, ils disent Israël la seule démocratie au Moyen-Orient. Moi, je dis souvent, et oui, et heureusement pour Israël, parce que le jour où ça ne sera plus le cas, eh bien, Israël, à mon avis, cet État colonial, raciste, expansionniste, eh bien, à mon avis, eh bien, il n'aura plus lieu d'être. Il n'aura plus lieu d'être parce qu'effectivement, il sera remplacé par un Moyen-Orient des peuples. Et ce que je veux dire, c'est que Israël aujourd'hui est donc une menace non seulement pour les Palestiniens, mais une menace pour la démocratie. Et ça, on le dit jamais assez. C'est pas qu'Israël est la seule démocratie. D'abord, Israël, je vois pas comment on peut être un fascisme colonial et être une démocratie en même temps. Mais aujourd'hui, eh ben, ce qui se passe, c'est que la lutte contre Israël est aussi une lutte pour le développement du Moyen-Orient et pour l'avènement de véritables régimes démocratiques au Moyen-Orient. Et ça, il faut que les gens ici en soient persuadés. C'est pas uniquement un problème local. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ici. Et c'est peut-être un aspect qu'on peut aborder maintenant. Justement, Face aux menaces, dissolution. Alors on parle de dissoudre le Parti des indigènes de la République. Juste avant, je me permets, oui, juste pardon. parce que sinon après on va être. Oui, Je oui. veux juste rebondir avec toi. Comme on aime bien citer Kanafani dans cette émission et c'est super, nous on s'en réjouit. Il y a une très belle citation de Hassan Kanafani qui dit que l'impérialisme a étendu son spectre sur tout le monde. La tête en Asie, le corps au Moyen-Orient, les bras et les têtes en Afrique et en Amérique latine. Partout où on fragilise l'impérialisme, on rend en fait service aux peuples et aux luttes des peuples opprimés et exploités dans le monde en fait. C'est-à-dire que Et aussi au peuple ici, même. soutenir la Palestine, ça c'est un slogan de Palestine vaincra qu'on aime beaucoup nous et qui font partie de Samidoun. Et ils disent soutenir la Palestine, c'est nous soutenir nous-mêmes. C'est parce que nous, les classes populaires ici, les quartiers populaires, les populations issues de l'immigration, on a les mêmes ennemis que les classes populaires palestiniennes. Et ça, il faut, comme disait Youssef, il faut en être convaincu. Alors la Russie et la Chine viennent, la Russie vient faire une déclaration en disant que la seule solution à la situation actuelle, c'est la création d'un État palestinien. On va enchaîner là sur les réactions, notamment franco-françaises. Moi, je voudrais juste rappeler, là, on a vu que quasiment tout le champ politique français s'est indigné des offensives palestiniennes et du nombre de morts. D'ailleurs, je voudrais souligner un chiffre qui circule souvent, c'est que depuis 2008, il y a eu au bas mot 6400 morts palestiniens. Et du côté israélien, il y a eu à peu près 300 morts tués par les Palestiniens. Donc déjà, pour beaucoup et qui suivent l'actualité palestinienne, je pense qu'il y a une boule au ventre, il y a une rage de voir que il y a toujours une légitimité à être triste quand il y a des gens qui meurent, mais que c'est un humanisme à géométrie variable. C'est-à-dire que les 6000 morts palestiniens, il n'y a jamais eu de telle réaction, alors que parfois il y a des massacres d'enfants. Un pic en 2014, on le voit. Il y a des pics en 2014 et tout. Il n'y a jamais eu autant de réactions, alors que quand c'est de l'autre côté, là, tout le monde se la joue moraliste et les vies humaines comptent. Et je sais, vous avez vu, il y a eu plein de gouvernements qui ont dit Israël a le droit de se défendre. Donc, grosso modo, les gouvernements occidentaux ont donné un blanc-seing à Israël pour massacrer la population de Gaza. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle est en train de faire, sans que ça n'éveille beaucoup d'émotions et de contestations dans le camp occidental. Et on a presque l'impression, au final, que la vie d'un Palestinien a beaucoup moins de valeur que la vie d'un Israélien. On a presque l'impression que c'est un Israélien pour 1000 Palestiniens. Donc je voulais savoir un peu... C'est pas qu'une impression. Voilà, je voulais savoir un peu vos retours. Je sais que moi, je sais que je discute avec les gens, on en parle beaucoup, et beaucoup de gens sont choqués, sont dégoûtés. Il y a vraiment cette rage sur ce deux poids, deux mesures de traitement. On fait des leçons de morale aux pro-palestiniens, alors que les pro-palestiniens voient depuis 15 ans, depuis des années, ce qui se passe au quotidien. Donc, qu'est-ce que vous pensez il y a une unanimité dans le champ politique français, et on parlera de l'AFI plus tard, et dans le champ médiatique et tout.
Et qu'est-ce que vous pensez aussi des menaces qui sont en train de se faire? On a Parce entendu que- beaucoup le mot vengeance. Voilà, veut dire Nathalie Loiseau a parlé de droit, presque de droit à la vengeance hein, de la part d'Israël. Et on voit qu'il y a une criminalisation des organisations politiques qui ont ne serait-ce qu'un contre-discours par rapport à ce qu'on entend habituellement. C'est-à-dire qu'il y a un député qui appelle à dissoudre des organisations comme le NPA, comme le Parti des indigènes de la République, et même des organisations comme la France Insoumise, qui pourtant a été assez mesurée dans sa prise de position et qui a appelé à la fin de l'escalade et à la fin de la colonisation. Et de les traduire en justice pour apologie de terrorisme. Ouais. Ça a été explicitement demandé. Qui veut réagir Alors, ce deux poids deux mesures, tu parles de. Ouais. Il Sur l'unanimité aussi des réactions. Bien sûr, mais le problème, c'est que malheureusement, on a l'habitude. Alors, ça, c'est un peu le problème des militants, c'est qu'on en a tellement entendu qu'on n'est même plus étonné. Moi, je crois que le grand point de rupture en ce qui me concerne, notre vie militante, c'est 82. C'est au moment de l'invasion israélienne du Liban de 82. Et je crois que l'image qui m'a le plus marqué, bon, il y avait déjà eu auparavant, on parlait tout à l'heure de Georges Ibrahim, mais pour en revenir, il avait été blessé pendant les combats de 78, hein, lors de la première invasion du Liban en 78. Mais ce que je veux dire, c'est que ce deux poids deux mesures, c'est là qu'il a vraiment éclaté en 82, et puis depuis, ça n'a jamais cessé. Je me souviens de cette image terrible où on avait à Beyrouth, où les Israéliens d'ailleurs utilisent toujours ces armes au phosphore blanc. Vous savez qu'actuellement, Israël utilise des armes au phosphore blanc, qui est totalement normalement interdit par les conventions internationales, sur Gaza. Donc je vous le dis, en ce moment, Israël utilise des armes au phosphore blanc à Gaza. Et Israël a commencé à s'en servir en 82, donc au Liban. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me souviens toujours de ce médecin norvégien qui tenait les pieds de deux jumeaux libanais ou palestiniens, comme ça. Et les deux jumeaux, les deux corps fumaient. Et il dit, regardez, il les trempe dans une bassine d'eau, il les ressort et ils fument encore. Ils avaient été grillés, carbonisés au phosphore blanc. D'accord? Voilà. Et ça n'entraînait absolument aucune émotion dans l'opinion française. Aucune émotion, puisqu'il est clair que les Arabes sont des animaux pour l'opinion française. Hein, je dis bien pour l'opinion française, je dis ça pour le chat. Hein. Bien évidemment, ce sont des animaux et tous les peuples colonisés, tous les peuples dominés, qu'ils soient en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, ce ne sont pas des êtres humains. Ils sont infra-humains. Ils sont infra-humains. Et donc, on le voit bien aujourd'hui. Des animaux humains, mais vous savez, cette référence animale, elle est constante. En 82, Begin, le premier ministre israélien, disait les Palestiniens qui étaient donc encerclés, comme actuellement à Gaza, les Palestiniens qui étaient encerclés dans Beyrouth, hein, Begin disait, ils sont comme des cafards en bouteille. Ils sont comme des cafards en bouteille. Hein. Et cette référence animalière aux Arabes, aux Palestiniens, elle est constante. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des Français qui oublient qu'ils ont un héros qui s'appelle Jean Moulin. Alors c'est toujours amusant. Enfin, en vérité, c'est pas drôle. Hein. Mais de temps en temps, on nous ressort Jean Moulin qui est au Panthéon, Jean Moulin qui est tout ça. C'est extraordinaire. Alors c'est merveilleux. Au Brac, etc., au Panthéon. Hein. Mais par contre, ils reproduisent exactement le discours nazi, et je dis bien nazi, lorsqu'il s'agit des peuples colonisés. Hein. Et c'est ça qui est absolument effrayant. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui, effectivement, parlent de vengeance. Le droit, c'est pas le droit. Israël c'est pas Israël a le droit de se défendre, c'est Israël a le droit d'écraser, d'écraser ces incroyables animaux qui ont l'audace de se révolter. Alors aujourd'hui, les seuls qui aujourd'hui en France émettent des nuances sur ce qui se passe, et je ne dis même pas des grandes nuances, enfin qui au moins nuances et disent il faut faire arrêter ces violences, pour arrêter ces violences, parce que de leur point de vue, ils parlent de violence, il faut peut-être un peu de justice, sont rabroués. Et on le voit, il y a une grande offensive actuellement, une grande offensive qui vise les organisations qui aujourd'hui, soit sont solidaires du peuple palestinien, et ce n'est pas à nous de décider de quelle façon le peuple palestinien se défend, il se défend avec les moyens qu'il peut, d'accord ? Ce n'est pas à nous de décider ou de discuter les moyens de la défense, exactement comme ce n'était pas à nous de discuter, comme dans les années 40, c'était à personne de discuter les moyens dont se défendaient les résistants français. Lorsque les résistants français, combattaient les nazis, il faut le savoir, vous savez, au moment du procès de Georges Ibrahim, je me souviens très bien en 87, un résistant était intervenu, un des rares qui avait eu le courage, j'ai oublié son nom, qui était un ancien militant des FTP, qui était un communiste,
Spitzer, il avait un nom comme ça, eh bien, il avait pris la défense de Georges en disant que Georges Ibrahim est un résistant, etc. hein. Et il avait dit, et nous-mêmes résistants, en tant qu'ex-résistants, je vais vous le dire, nous avons aussi tué des civils. Il dit, nous avons tué des civils, d'accord. C'est pas du tout de gaieté de cœur, mais parce que la résistance, parfois, n'a pas le choix. Et c'était la seule façon de ne pas disparaître. Donc voilà, aujourd'hui, on a affaire à un système médiatique absolument incroyable qui se déchaîne complètement. Alors la LICRA qui demande la dissolution des indigènes de la République, du NPA, etc. La France insoumise, on parle même de la France insoumise, aujourd'hui de traîner devant les tribunaux la France insoumise. Je veux dire, mais ils n'ont pas honte, ces gens-là, ils n'ont pas honte qu'ils sont en train de justifier une agression caractérisée d'une sauvagerie inouïe. Ils n'ont pas honte. Oui, il y a des civils aussi qui. Moi, je voulais rajouter rapidement. Hein, je vais pas, il faut être plus précis. En réalité, il n'y a pas de poids et de mesure. Il y a un poids et une mesure. Oui. Le poids, c'est la force. La mesure, c'est les intérêts impérialistes. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, même à propos des opinions, il n'y a pas une opinion civile comme ça à large. Il y a des opinions organisées, celles des forces politiques, celles des associations, des organisations. C'est celles-là qui portent vraiment la voix. Le reste, chacun peut avoir son opinion, mais nous, on parle des opinions organisées. Et là, il faut revenir au fond. Au-delà de la responsabilité première des forces de droite, des forces réactionnaires, des forces impérialistes, il y a la faiblesse historique du mouvement anti-impérialiste en France et dans les pays impérialistes eux-mêmes. Ça, c'est très important, en particulier en France, puisque nous y sommes, mais nous connaissons peut-être un peu mieux qu'ailleurs, que ce qui se passe ailleurs, en tout cas pour ma part. Le mouvement anti-impérialiste a beaucoup reculé et il s'est enfermé dans des positions de plus en plus morales, de plus en plus pacifistes, de plus en plus humanitaires. On se range du côté des victimes ou pas. On essaie d'égaliser le nombre de victimes ou pas. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. Ça a amené d'ailleurs dans les dernières guerres impérialistes à des positions qui sont extraordinairement erronées. Celle du Nini, par exemple. Celle de ni Saddam, ni les États-Unis, ça, c'est mortel. Parce qu'en réalité, ça revient à quoi? Ça revient à s'aligner sur l'OTAN, ça revient à s'aligner sur l'agresseur, ça revient à focaliser sur celui qui est agressé et non pas sur celui qui agresse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment que... Là, c'est une tâche vraiment très, très importante de reconstruire le mouvement anti-impérialiste sur des bases saines, antiraciste, réellement anti-impérialiste, anticolonial. Voilà le travail qui reste à faire. C'est un enjeu, juste un mot, c'est un enjeu extrêmement important, c'est un enjeu central. Mais il faut bien aussi comprendre comment est organisée institutionnellement la vie politique dans ces pays-là. Quand vous avez une presse en France qui appartient à quelques oligarques, qui ont tous un fil à la patte avec les multinationales bancaires et internationales. Hein. BHL avec Libération. Mais bon, pas seulement BHL, mais tous les journaux, à l'exception, je pense, de deux ou trois, l'Humanité, Mediapart et je ne sais plus quoi, tous ces journaux appartiennent à des oligarques. Quand on sait que ces oligarques utilisent des personnels qui vont et viennent dans le secteur public et dans le secteur privé, on voit bien qu'il y a une homogénéisation du discours politique qui interdit l'expression réellement diverse d'une opinion beaucoup plus nuancée qu'on veut bien nous le faire croire. Il y a ces derniers temps, quand on lit les unes des journaux depuis le début de cette affaire palestinienne, moi, j'ai l'impression de lire des ersatz ou des succédanés de l'Aurore en 1957 ou en 1958. Je ne sais pas, quand il parlait de la guerre d'Algérie. C'est vraiment, l'Aurore, c'était le quotidien encore plus à droite que le Figaro. Aujourd'hui, c'est la tonalité principale de la presse quotidienne. On est vraiment dans la propagande. Totalement, déchaîné. Et
dans une espèce de présentation binaire du monde. Si vous exprimez des réserves quant à la position vis-à-vis de l'Ukraine, vous êtes un traître aux libertés. Quand vous soutenez les Palestiniens, vous êtes un suppôt des criminels. Quand vous dites que l'intervention américaine en Afghanistan, en Irak ont été des crimes généralisés, c'est tout juste si vous n'êtes pas un terroriste. Donc il y a aujourd'hui une espèce de verrouillage autoritaire de la sphère d'expression publique qui va être payée non pas par les marges politiques que nous représentons, parce que nous sommes une marge politique, mais qui va être payée plus tard par l'essentiel de cette opinion. Parce que ceux qui veulent nous mettre des bâillons sur la bouche aujourd'hui, les mettront sur la bouche de la majorité des populations de ces pays-là. Et du coup, dans la même idée, il y a... Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai mal parlé de la gauche française en disant qu'elle ne devait pas reproduire les erreurs du passé. Et en fait, ce n'est pas exact. C'est que, évidemment, elle ne doit pas reproduire les erreurs du passé, mais il y a les exemples que vous avez cités, en fait, ils ne les reproduisent pas. La FI et le NPA, Révolution Permanente, ils prennent des décisions courageuses, en fait. Ils tiennent leur ligne. Et ça, c'est quelque chose, on doit les souligner. Exactement. Et donc, du coup, il faut absolument les encourager pour pas qu'ils aient peur de l'offensive réactionnaire en fait, qui est en face. Absolument. Et donc, nous, c'est de souligner le travail qui est fait par ces organisations-là et de les épauler. Et une des meilleurs moyens de les épauler, c'est de participer aux initiatives de solidarité, notamment le rassemblement qui aura à Place de la République jeudi 12 octobre à 18h. Donc on l'annonce tant qu'il n'est pas encore interdit, évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc répète, Adèle. Donc il y aura un rassemblement qui est déposé et toutes les organisations solidaires de la Palestine y participeront. Ça sera le jeudi 12 octobre à 18h. Donc c'est important voilà, qu'on visibilise le plus possible notre soutien à la Palestine. Et il y a un truc aussi qui me paraît important, c'est qu'il y a une légende et un mythe qui s'est construit ici en Occident qui veut nous présenter, on en a parlé tout à l'heure, l'État colonial comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc déjà, ça ne tient pas. Un État colonial ne peut pas être démocratique. Il est basé sur des cadavres. Il est basé sur du nettoyage ethnique. Il est basé sur des spoliations. Ça ne peut pas être une démocratie. Deuxièmement, c'est tout ce qui est pinkwashing et tout ce qui est féminisme. On aime bien prendre des petites photos de soldats israéliennes en disant que, vous voyez, c'est un État exemplaire et il fait participer les femmes à la défense nationale. Mais les Palestiniens, Leila Khaled, on a cité Leila Khaled. C'est-à-dire que les Palestiniennes, dès le départ, en fait, elles se sont opposées elles ont rejoint la lutte de libération nationale. Et dans les prisons coloniales, là, dans la prison de Daman, la prison pour femmes, il n'y a que des exemples comme ça, en fait. Des femmes qui courageusement se sont opposées à la colonisation de leurs terres. Il y a un autre mythe qu'il faut débunker, là, un truc qu'on nous sort à chaque fois, la petite carte qu'on aime bien nous sortir. C'est le pinkwashing, ce qu'on appelle le pinkwashing. C'est qu'en fait, l'État colonial, ça serait un paradis pour la communauté gay. Et on oublie en fait les chantages qui sont faits par l'armée coloniale aux combattants en fait de la résistance palestinienne qui sont gays. C'est-à-dire que là en fait on a assisté là, ces derniers mois à quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'il y avait un combattant de la résistance palestinienne qui était gay et donc du coup les services secrets du Mossad se sont servis et lui ont dit. Enfin il était homosexuel, pas gay. Pardon, excuse-moi. Ouais. Et donc du coup s'en sont servis et lui ont dit trahis tes camarades ne te comprendront jamais. Il y a tout un travail de ça psychologique qui est. Il y a tout un travail politique, il y a tout un travail psychologique qui est fait contre ces populations-là. Ça aussi, c'est à débunker. C'est faux. L'État colonial ne vise que la destruction en fait, de la société palestinienne. C'est ce qu'on appelle un sociocide. C'est ce qui a été mis en œuvre. C'est quelque chose qui s'est répété dans l'histoire. Et nous, on ne doit pas se faire avoir avec ces mythes-là qu'on nous rabâche à longueur de temps. Il faut constamment rappeler qu'il s'agit d'une lutte de libération nationale, une lutte de décolonisation, que le peuple palestinien, c'est un peuple multiculturel, voilà, où c'est pas une guerre de religion, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des juifs aussi, il y avait une présence juive ancestrale. Pour information, l'aviation israélienne vient de détruire une des plus vieilles mosquées, une des plus vieilles églises du monde. C'est la troisième plus vieille église à Gaza. Elle a été rasée aujourd'hui. Oui, enfin, on peut dire que les chrétiens de Gaza soutiennent
la résistance. Totalement. Faut quand même En le dire. Actuellement, Cisjordanie aussi. les curés de Gaza soutiennent la résistance actuellement. Hein. En Cisjordanie aussi, il y a des villes qui sont à majorité chrétienne, comme sûr. on va dire Bethléem, et qui sont de tout cœur en fait avec la Bien résistance sûr. palestinienne, parce qu'il ne s'agit pas d'une question de religion, il s'agit d'une question de colonisation. Et il y a une autre chose en fait, je profite là qu'on a un peu de temps de micro, parce que c'est quelque chose qui est insupportable à entendre. C'est par exemple dans C'est ce soir ou C'est à vous. C'est quand ils font une fracture nette en fait entre les Palestiniens de 48 et les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza et les Palestiniens de la diaspora. Comme si en fait la population palestinienne de 48 n'était pas en contradiction en fait avec la population colon. C'est faux. Il y a un corpus de loi qui dicte en fait la vie des Palestiniens de 48. Et les Palestiniens de 48, ils ont pris part à la résistance dès le départ. Walid Daka, je vais encore parler de lui. Précise pour les gens qui ne connaissent pas les J'avais Palestiniens. posé la question. Les Alors, Palestiniens de 48, c'est ce qu'on appelle entre guillemets l'État d'Israël. Hein. C'est les Palestiniens qui sont restés C'est sur les les... Arabes qui vivent sur le territoire qu'on appelle Israël. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc eux, en fait, leur existence, elle est soumise à un corpus de loi qui ne les concerne qu'à eux. Ils sont interdits de faire certaines choses, etc. Et donc, Comme s'il y avait plusieurs peuples en fait. Oui, en fait, comme si la Le communauté colonialisme divise toujours les populations, les fragmente. En Algérie, c'était pareil. Hein. En Algérie, on vous disait il y avait les Arabes, les Berbères, les Juifs, les machins, etc. Le but est de fractionner pareil. En Irlande, c'était les catholiques, donc à chaque fois en Inde, c'était pareil, les musulmans, les hindouistes. Le système colonial a comme fonction d'abord de diviser le peuple, de l'émietter et de faire croire que ce peuple tout simplement n'existe pas. Totalement. Et c'est aussi un mécanisme. Je vais finir sur au Rwanda. C'est quelque chose qui a mené au génocide des Tutsis au Rwanda. C'est-à-dire qu'en fait, le colonialisme vient fracturer des communautés nationales qui n'existaient même pas avant, c'est-à-dire que ça s'organisait autrement, et après il va dire ah mais c'est des populations qui ne savent pas s'organiser, regardez ils se tuent entre eux. Oui mais c'est quelque chose qui a été causé par la sauvagerie coloniale. Je vais prendre juste 2 secondes. Ce soir, suite à l'intervention de l'Espagne, de Luxembourg, de l'Irlande et du Danemark, l'Union européenne abandonne son projet de suspendre son aide aux Palestiniens. Oui, parce qu'il y a cette chose monstrueuse. L'Union européenne, vous avez bien entendu, voulait suspendre l'aide aux Palestiniens comme mesure de rétorsion globale. C'est absolument incroyable. On est sidéré par cette information. L'Église, c'est une fake news. Apparemment, c'est faux pour l'Église. D'accord. On corrige pour l'Église. Vas-y. Et avant de passer la parole à Kamel, je voulais juste dire que nous, on a accompagné un peu avec le JFP, avec la FPS, un film magnifique qui s'appelle Alam, c'est le drapeau. Et ce film-là, il montre en fait la résistance des Palestiniens de 48 avec les moyens dont ils disposent. C'est-à-dire que c'est l'histoire de jeunes qui, dans leur école, vont suspendre le drapeau national. Qui est interdit. Hein. Qui successivement, à différentes époques, a été interdit. Donc, ils ont pris des symboles différents. Mais donc, cette unité du peuple palestinien, nous, on insiste grave sur ça. Sur de ne pas tomber encore une fois dans le piège, de fragmenter la population coloniale. Non, il y a un seul combat. C'est la Palestine libre, démocratique, de la mer au Jourdain. Et les Palestiniens suivent la voie de libération nationale, que ce soit dans les territoires de Palestine de 48, donc Walid Daka, il y a Chatela Abou Ayad aussi, c'est une femme, je profite de parler des femmes prisonnières parce qu'elles sont une trentaine, et on n'en parle pratiquement jamais, c'est normal, elles sont minorité, mais je profite de ça parce que nous on suit avec attention leur engagement. Chatela Abou Ayad, c'est un cas qui est magnifique. C'est une résistante qui, lors du petit soulèvement, vers 2015-2016, s'est opposée physiquement à un groupe de colons. Et elle a ensuite été arrêtée suite à cette action-là. Et les tribunaux coloniaux lui ont proposé que son cas passe dans un tribunal civil. Parce que les Palestiniens de 48 n'ont pas le même traitement que les Palestiniens de Cisjordanie qui sont sous loi militaire. Elle a refusé. Je vais devoir te dire, parce qu'on leur passe. Je voulais juste rajouter d'abord une information. Vous pouvez retrouver la date précise, mais dans 1 semaine ou 2 semaines, il y a Mariam Abou Daka, membre du bureau politique du Front populaire du FPLP, qui interviendra ici dans une conférence publique. Donc c'est une maison d'association du côté de Maison Blanche. J'enverrai l'information. Qu'ils ont voulu interdire, qu'ils ont voulu interdire déjà. À Lyon, c'est ça, et finalement ça s'est tenu. Là, elle va intervenir, c'est ici à Paris. Hein. Ouais. J'espère qu'elle sera présente d'ailleurs à Lannemezan, mais bon, ça c'est une autre histoire qui la concerne directement, notamment du point de vue de
de sa sécurité. Alors- Il faut rappeler que Mariam Boudraqa, elle a pris les armes à 15 ans. À 15 ans, elle a fait déjà 2 ans de prison, et puis après, elle mène un combat extraordinaire. Une femme, pour rebondir sur ce que tu disais. Mais ce que je voulais rajouter par rapport à cette division du peuple palestinien, cette tentative de division, parce qu'en réalité, elle a échoué, c'est que c'était l'un des objectifs principaux des accords d'Oslo en 1900, des sinistres accords d'Oslo de 1993, qui ont mis au point ce mécanisme qui est l'autorité palestinienne, parce que c'est un véritable mécanisme qui a été mis en place, qui ne représente plus que les Palestiniens de Dhafar al-Gharbiyya, c'est-à-dire de Cisjordanie. Out les Palestiniens de 48, out Gaza, out les réfugiés, out voilà, c'est le délitement. Et le démenti cinglant qu'a apporté la dernière intifada de l'Aqsa, c'était justement l'unité du peuple C'est palestinien. en 2001, Non, c'est en là. 2014. Oui, 2014. Là, c'était vraiment toutes les entités palestiniennes, pour dire entre guillemets comme ça, qui se sont révoltées, qui ont soutenu la révolte de l'Aqsa à partir du quartier. Les Maghrébins. Oui, le quartier des Maghrébins, mais il a un nom palestinien maintenant. Bon, peu importe. Et donc, ça, c'est très important qu'aujourd'hui, par exemple, la résistance armée, cette action spectaculaire, mais aussi celle de la fosse au Lion, toutes les factions qui sont individuelles, collectives, ont ressoudé cette unité palestinienne. Et ça, c'est vraiment un acquis Alors ça, c'est vraiment très, très important. On va devoir conclure. ouais, très rapidement. Ouais, que- parce que là, c'est. Oui, oui. Ce que tu dis est très intéressant. Ben, ça pourra faire l'occasion d'une autre émission. Mais au cours de l'histoire du peuple palestinien, il est très intéressant de constater que les différents segments, il y a une sorte de réponse à chaque fois des différents segments du peuple palestinien. À une époque, je vous signale que jusqu'en 1987, entre 1967 et 1987, pas une balle avait été tirée en Cisjordanie. Bien sûr. Et toute la résistance était à l'extérieur, dans les camps de réfugiés de Syrie, du Liban, de Jordanie. Hein, et toute la résistance était portée par là. Et dès l'instant où, en 82, eh bien, c'est malheureusement l'effondrement de la résistance au Liban, hein, des organisations palestiniennes du Liban qui sont forcées de quitter, les 10 000 combattants palestiniens du Liban sont forcés de quitter Beyrouth pour éviter l'anéantissement de Beyrouth, menace israélienne. C'est absolument hallucinant, c'est le départ, c'est très émouvant des combattants qui étaient là-bas depuis très très longtemps, hein, depuis qu'ils avaient été chassés de Jordanie. Hein, ils ont été chassés de Jordanie, ils vont au Liban, ils sont chassés du Liban, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est les territoires de Cisjordanie qui prennent le relais. C'est ça qui est absolument incroyable. Et ça va être la première intifada. Donc c'est intéressant de voir. Et après cette première intifada, ce sont les Palestiniens de 48 qui reprennent le flambeau. On l'a vu. Hein, et donc c'est intéressant de voir que et là maintenant c'est Gaza. Donc il est intéressant de voir que les différents. Oui, parce qu'à Gaza, il y a aussi beaucoup de réfugiés de 48 qui sont à Beach Camp. Mais c'est intéressant de voir comment tous les différents segments, ces tentatives de division du peuple palestinien ne fonctionnent jamais et qu'au contraire, quand un segment a l'occasion d'intervenir, c'est lui qui va intervenir et il porte les revendications de tout le peuple palestinien. Alors, on va arrêter. Dans mon sac, il y a un livre. Est-ce que quelqu'un peut me le donner? C'est le livre de Oublier Camus, parce qu'on va finir par les annoncer et tout. On va faire un dernier tour de conclusion. Je vous demanderai de ne pas être trop long, mais juste moi, je vous poserai une question et aussi de rappeler les événements, notamment sur Georges Ibrahim Abdallah. Vous en profitez. Mais la question, c'est nous, en tant que militants anti-impérialistes, décoloniaux, pro-palestiniens et résidents en France, merci juste pour le livre, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer avec toi, Adèle. Ouais, donc du coup, Et rappelez vos événements. voilà, ouais, j'aimerais juste rapidement rappeler les événements. Il y a, alors dans l'ordre, il y aura la mobilisation jeudi 12 à 18h à Place de la République. Ensuite, mardi, il y a un grand meeting unitaire à la Bourse du Travail Ambroise Croizat, qui est porté par la Révolution Permanente, les deux NPA, Collectif Palestine Vaincra, le FUIQP, Samidoun et CGT Énergie et l'ANC. Donc ça, il faut vraiment y aller en masse parce que c'est vraiment visibiliser le soutien à Georges Abdallah. Il y aura aussi une mobilisation de la campagne unitaire, c'est jeudi ou vendredi? Je pense devant l'annexe du ministère de l'Intérieur, dans le 20e ici. Rue des Pyrénées, c'est ça? Ensuite, il y a, pour ça, c'est pour les non-parisiens, parce qu'on est très parisiano-centré, mais il y a aussi plein d'initiatives qui se passent ailleurs. Et notamment à Toulouse, il y a un gros meeting qui est organisé par Massar Badil, dont fait partie Samidoun. C'est le vendredi 20 octobre à la Bourse du Travail de Toulouse, à 19h. Donc il y aura un gros meeting pour exiger la libération de Georges Abdallah. Il y aura la grande résistance libanaise, Soha Bechara, qui a passé... Soua Béchara, oui. voilà. Alors,
je le dis, bon, on la connaît très bien, c'est une amie. Non, mais il faut dire qu'elle a été expulsée. Imaginez qu'elle a été expulsée de Grèce. Hein. Elle partait, c'est incroyable, elle était en transit en Grèce. Et sur pression israélienne, hein, eh bien, les Grecs l'ont pas laissée passer. C'est incroyable. Elle a été expulsée vers le Liban, alors qu'elle est citoyenne suisse. Oui, elle vit en Suisse. Il y Youssef, il y s'il te plaît, aura... tu prendras la parole Oui, maintenant. mais- Terminé. Il y aura la Vas-y. cofondatrice de Vas-y. Palestine Action, il y aura Khaled Barakat et Charlotte Cates qui font respectivement partie de Massar Badil et qui font partie de Samidoun. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la lutte du peuple palestinien? En fait, il y a plein de choses à faire. On peut s'organiser, rejoindre les collectifs, ça c'est le plus important. Rejoindre les collectifs qui luttent toute l'année sur ces questions-là. Rejoindre les sections locales de l'AFPS, Samidoun, l'UJFP, rejoindre la campagne unitaire, donner de la BDS. force. BNDS, exactement. Il faut donner de la force à tous ces collectifs-là parce que c'est eux qui portent la lutte en fait. Et sans ces collectifs-là, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a le boycott qui est une arme hyper importante. Boycotter les produits qui sont liés soit à la colonisation, comme la marque Carrefour, comme BDS, il Puma. me donne des listes, il me semble, de produits. Oui, totalement. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, du coup, il y a HP qu'il faut boycotter, il y a Puma, il y a Carrefour, etc. Donc, ça c'est la liste de BDS. Et il y a aussi, il faut s'investir dans le camp social. Pourquoi on dit ça? C'est pas juste une lubie. C'est qu'en s'investissant dans le camp social, dans les combats pour nos acquis sociaux, dans les combats des mouvements populaires contre les crimes policiers, en fait, on fait émerger une parole qui est pro-palestinienne. On fait émerger, il y a tout le temps des drapeaux palestiniens dans ces mobilisations-là. Et d'ailleurs, je voudrais lâcher un gros big up aux camarades de l'Action antifasciste qui ont fait un travail ces dernières années à tout le temps ramener le drapeau palestinien en mobilisation. Voilà, exactement. Tout le temps ramener le drapeau palestinien. Ils se sont vraiment donnés à ça. Exactement, ouais. Donc, toutes ces petites choses-là, et surtout aussi informer sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup, nous, ma génération, on est le nez posé sur les écrans. Donc voilà, relayer les vidéos, ce qu'on voit là, toutes ces derniers temps, relayer les vidéos, les photos, parler avec ses potes, etc. C'est toutes ces petites choses-là qu'on peut faire au quotidien. Merci. Tout à fait. Donc, tu as dit beaucoup de choses et c'est pas la peine de les répéter, mais je voudrais insister sur une chose quand même. C'est un appel vraiment à s'investir dans les actions, que ce soit les organisations, ne pas se contenter de signer, mais de participer aux manifestations, de venir former les cortèges avec les drapeaux palestiniens. Il faut occuper le terrain. En ce sens, à la campagne unitaire, c'est un travail formidable, mais il reste, il faut le soutenir et le développer en plus grand. Alors je rappelle que le 20, il y a le quart, il faut vraiment faire un appel, multiplier les appels pour Georges Ibrahim Abdallah, pour faire de cette manifestation vraiment une très grande rencontre qui donne une plus grande visibilité à cette injustice, à cette grande injustice, et en même temps contribuer à faire balancer le rapport de force pour sa libération. C'est le 21. C'est le 21 octobre. C'est vers Toulouse, c'est ça? Oui, c'est vers Toulouse. Il y a un car qui part de Place de la République. Pour ce qui est de la campagne, je pense qu'il y a déjà un deuxième car en prévision, compte tenu du travail qui a été fait et des inscriptions qui ont été faites. Mais on continue à faire les annonces et il faut vraiment participer. Et je voudrais, pour ce qui est de la Palestine, il faut vraiment prendre conscience que les Palestiniens se battent pour nous. Ils ne se battent pas uniquement pour la Palestine, ils se battent contre l'impérialisme, contre les impérialistes. Ça, c'est vraiment très important. Samir. Non, juste remercier les membres du plateau, franchement, pour la qualité de l'émission et demander à tout le monde de promouvoir justement cette parole autonome parce que malheureusement, on est intoxiqué par les médias mainstream et beaucoup de gens autour de nous, dans nos familles, n'ont comme source d'information que les BFM, les CNews, etc. Donc vraiment, là, il y a encore beaucoup de monde sur le chat. Voilà, faire ce boulot j'allais dire, de véritable information autour de nous. Merci en tout cas, merci beaucoup. Omar. Bon, écoutez, tout a été dit, donc il faut continuer à relayer l'information, à essayer de se mobiliser autour de toutes les initiatives qui sont prises, et c'est tout, quoi. Dans toute modestie, c'est tout ce que je peux recommander. Moi, très rapidement, c'est par rapport au réseau. C'est par rapport au réseau.
on l'a dit, il y a certaines organisations qui prennent des positions courageuses, mais on voit même qu'au sein de l'AFI, les choses sont pas simples. On a un Bompard qui fait une déclaration complètement pourrie. On a un Ruffin qui fait une déclaration complètement pourrie. D'accord. Bon, j'ai l'impression que c'est aussi la pression médiatique Oui. du moment où ça fait que certains tremblent, et c'est pour ça que c'est important de les soutenir. Par exemple, quand on voit comment Louis Boyard et Stéphane Guiraud, c'est Stéphane David Guiraud ont pris des positions un peu plus offensives et comment ils sont vilipendés sur les réseaux sociaux et tout. Hein. Oui, tu as tout à fait raison. C'est un combat qui est, on le sait, bon, les réseaux sociaux ont une grande importance maintenant, hein, on ne va pas se leurrer. Et il est très important d'investir ces réseaux sociaux et de soutenir tous ces gens qui sont au sein de l'AFI, parce que l'AFI est aussi le produit d'un rapport de force elle-même. Hein. Bon, le NPL, il n'y a pas de problème, Révolution permanente, il n'y a pas de problème, mais une organisation très importante comme l'AFI, c'est un enjeu, parce que vous vous doutez bien qu'actuellement les sionistes font pression pour faire basculer l'AFI. Hein. Et donc nous, on doit faire une contre-pression pour forcer l'AFI à rester dans le droit chemin, qui est le chemin du soutien à la résistance, etc. Donc ce que je dis, c'est que investissez les réseaux, allez sur Twitter, allez sur Facebook, et n'hésitez pas, hein, effectivement, à appuyer, à féliciter les gens lorsqu'ils prennent de bonnes positions, même des positions, voilà. Alors, moi, il y a quelqu'un. Alors là, j'adresse un message à tous les gens de gauche qui sont très timorés, qui sont très timides, voire même qui condamnent toutes les résistances palestiniennes, et notamment le PC, même si c'est pas les pires, mais quand même. Il y a une personne qui a dit là, dans une interview de l'Humanité, une seule solution, mettre fin à l'occupation. Et cette personne, c'est Ephraim Davidi, qui est membre du comité central du Parti communiste israélien. Voilà. Donc, voilà. Donc, avec toutes les proportions gardées, il y a des gens plus courageux en Israël qu'en France. C'est quand même dramatique. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par occupation? C'est qu'il y a aussi il y a des faux amis. C'est qu'est-ce qu'on entend par occupation? Qu'est-ce qu'on entend par colonisation? Oui, non, mais après, ce que je veux dire, c'est que là, on est d'accord que ça a questionné. Mais même parler de la fin de l'occupation en France, il y en a qui osent pas, tu vois. Même ça, avec toutes les guillemets qu'on a à faire sur l'occupation, il y en a ici qui osent pas. Après, on s'attend pas non plus à une position décoloniale. Voilà. Avant qu'on se quitte, je fais aussi la pub pour ça. Il y a un événement le 11 octobre, donc mercredi, au Cirque électrique, autour du livre Oublier Camus de Oliver. Non, c'est Olivier, on m'avait dit c'est Oliver. C'est Olivier Gloag, qui est animé par Louisa Yousfi et qui rentre totalement dans l'actualité. Parce qu'en fait, toute la gauche française s'est transformée en Camus. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison. La camusation de la gauche française. Quelle était la position de Camus, de Camus par rapport à la guerre d'Algérie? Une partie de la gauche n'est pas dupe du racisme de Camus. Ouais, mais tous ils se sont transformés en Camus dans le sens de la position de c'est malheureux. Non, c'est qu'au niveau des médias actuellement, cette position de Camus est valorisée. Hein. Et je peux pas finir des phrases, hein, c'est impressionnant. Donc, mais surtout au niveau de cette position d'humanisme abstrait, c'est triste, il y a des morts, mais en soutenant quand même la perpétuation de la colonisation et en espérant, c'était vraiment la position de Camus, une sorte de colonialisme à visage humain, ce qui est quelque chose qui n'existera pas. Donc c'est vraiment une discussion qui sera d'actualité. Donc venez au cirque électrique, c'est ça, au cirque électrique pour la rencontre avec Louisa Yousfi. Ce sera aussi diffusé sur Twitch. Voilà. Et remercie aussi tous les gens qui ont fait des dons. Voilà. Qui se sont abonnés, qui ont fait c'est pour ça, vraiment, il y a eu beaucoup de dons, beaucoup de personnes, notamment Fabien qui a offert beaucoup d'abonnements, mais Matt Data Science aussi, je viens de voir. Et merci à tous pour le soutien, parce que c'est grâce à ça qu'on peut rester vivant et autonome. Voilà, et merci aussi à toute l'équipe technique qui a assuré aujourd'hui, bravo. Les caméramans, sauf Omar. Les motos. Voilà, merci à tous et on se retrouve mercredi sur Twitch, mercredi. Salut tout le monde. Et vive la Palestine. Et gloire à la résistance palestinienne. Tahia Palestine. Tahia Palestine.